merci de nous avoir rejoints dans cet espace frais et climatisé en plein après-midi pendant le festival d'Annecy. Bienvenue donc à cette rencontre débat autour du politique dans l'animation, organisée conjointement par Décolonisons l'animation et par les intervalles. Pour celles qui ne sont pas forcément encore très au courant de ce qu'on fait, je propose que peut-être Décolonisons l'animation se présente. Je présenterai les intervalles après. Avec plaisir. Bonjour tout le monde, moi c'est Marcel et je suis partie du collectif Décolonisons l'animation, d'Erlon. En fait, on est un collectif plutôt là pour soutenir et souligner les gens dans l'animation racisée. Et nos buts sont plutôt de créer une communauté entre les artistes racisés et d'être là pour vraiment soutenir dans les soucis, soit en éducation, soit dans l'industrie. Et on doit créer un réseau entre nous. Et petit à petit, on a vraiment le but d'être plus présent. Peut-être plus proche. Ouais. Pardon. Et on a vraiment le but d'être plus présent pour soutenir les soucis individuels dans les studios. Parce qu'on est vraiment plusieurs qui ont vécu les problèmes d'être isolés et seuls dans les studios et avec plein des interactions professionnelles. Aussi, est-ce que vous voyez tout ce que ça veut dire racisé, juste au cas où? Ou est-ce qu'il y a besoin d'un rappel? Il n'y a pas de souci? Non, c'est ok. Si. Alors, du coup, racisé, c'est un terme qui désigne les personnes qui subissent du racisme ou de la racisation. Une assignation en fait à une race présupposée ou avérée. Et du coup, ça concerne plusieurs formes de discrimination. Mais du coup, c'est important. Ce mot est important pour nommer cette réalité qui réunit des personnes, qu'importe leur origine, mais qui vivent cette racisation. Donc voilà, c'est le mot qu'on utilise en France. Et dans le monde anglo-saxon, on dit POC, People of Color, par exemple, entre autres termes. Juste pour dire sur le sujet, pour moi, je suis anglais de base. Et dans chaque pays, on peut dire que on utilise des vocabulaires différents pour on peut dire les mêmes soucis. Du coup, en réalité, il n'y a jamais les mots parfaits pour expliquer ces soucis. Mais du coup, c'est pour ça qu'en ce moment, on utilise les mots, par exemple, racisés. Et du coup, le collectif, il existe depuis plusieurs années déjà. Et il organise par moments des moments de rencontre entre personnes racisées. Mais aussi, on écrit des articles pour analyser des films. Par exemple, pour expliquer là où une représentation pose problème, ou là où justement on a un bon exemple de représentation. Essayer de décortiquer qu'est-ce qui fait la différence dans tel film. Et on propose aussi du consulting sur les projets. Et ça peut-être on détaillera plus tard. Ça peut être intéressant d'aller plus dans le détail, je pense, sur ce sujet. Présente-toi déjà. D'abord les assos, non? Oui, c'est d'abord les assos, pardon. Les intervalles, du coup, c'est pas encore une asso, c'est un collectif libre dont je suis la vitrine, Claire Lefranc, et les autres membres sont anonymes de peur d'un backlash qui peut parfois arriver quand on aborde certains sujets dans l'animation. Nous, on est à la base des féministes intersectionnelles, donc on travaille sur l'ensemble des discriminations et on essaye de travailler autant sur ce qu'il y a dans les programmes qu'on fabrique, donc dans les dessins animés, les longs métrages, les courts, que dans les studios même. Donc on réfléchit aux représentations, mais aussi on bosse beaucoup sur le droit du travail par exemple, et sur le droit des personnes qui sortent d'école, qui sont jeunes diplômés, sur les abus qui existent au sein des studios et qui évidemment touchent encore plus les personnes minorisées, donc les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBT, les personnes handicapées. Et vraiment on essaie déjà de déconstruire les banalisations, les abus banalisés qui existent pour faire prendre conscience aux gens qu'on peut améliorer nos situations et aussi on peut améliorer, en améliorant nos situations, les dessins animés qu'on produit. Parce qu'évidemment, un artiste qui est content de bosser, il va faire des trucs beaucoup plus sympas. Et on existe depuis 2018, un truc comme ça, à peu près. Du coup, Mélenchon, tu te l'as présenté tout à l'heure, tu veux le faire? Oui, c'est bon.
Vas-y. Ok. Bon, bonjour, je m'appelle Guillaume Laurin, donc je suis réalisateur de films d'animation. Et il y a 2 ans, j'ai terminé mon premier film, Vanille, qui, du coup, aujourd'hui, a un peu tourné et surtout a permis, en tout cas, d'aborder des sujets donc, politiques. À l'époque, je n'avais pas encore conscience que c'était politique, mais qui, du coup, s'est avéré être le cas pendant la fabrication du film. Et je suis là aujourd'hui pour partager avec vous un peu l'expérience que j'en ai et discuter autour de cette question et voir qu'en ont à dire un peu tout le monde, parce que ça regarde un peu tout le monde aussi. Donc voilà, je suis très heureux de partager avec vous et avec vous tous aujourd'hui, et que voilà, on passe un bon moment et qu'on apprenne des choses. Voilà. Moi du coup c'est Valentine Zan, je suis réalisatrice et des tas de trucs, mais en gros j'ai terminé mes études il y a 1 an à La Poudrière, et j'y ai fait un film de fin d'études qui s'appelle Je ne suis pas, qui parle justement de certains de ces sujets, et peut-être que je présenterai plus longuement ce court-métrage avant qu'on le regarde ensemble. Mais voilà, en tout cas, je suis là pour parler aussi de Delan avec Marcel et Guillaume. Et voilà, très contente de vous voir tous. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez participer, si vous voulez dire des choses, on fait passer un micro et tout, pas de soucis. Voilà, n'hésitez pas. On pourrait peut-être commencer justement à définir un petit peu ce dont on parle, parce que le politique c'est quand même un mot très très large. Et du coup, le politique dans l'animation, c'est quoi, de quoi il est question? Est-ce qu'on parle vraiment de faire un biopic sur Chirac, je sais pas, qui sait, il y aurait beaucoup à dire, ou vraiment de politique de manière plus large. Typiquement, en décolonisant l'animation, vous disiez que vous faisiez des analyses de films sur les représentations qu'il y avait dedans des personnages racisés. Ça rentre dans le politique. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est assez large, du coup je vais d'abord commencer par l'aspect politique. Personnellement je trouve qu'en France on a un peu une vision politique très c'est des mecs blancs en costard autour d'une table qui vont parler de trucs qui concernent les mecs blancs en costard autour de la table. On s'est loupé. Et en fait c'est une définition qui est fausse, parce que tout est politique, même le combat est politique. Et surtout nous, en tant que personnes marginalisées, nos vécus sont extrêmement politiques, de fait. Donc c'est vrai que quand on fait un film que d'autres personnes vont qualifier de politique, alors que nous on est juste en train de parler de nos vies, finalement, qui est-ce qui place l'étiquette? Donc voilà, moi c'est juste ça. Oui, moi j'ai l'impression que c'est pas forcément par choix qu'on utilise le mot politique des fois, et que quand Valentine a dit on est des fois notre vie quotidienne c'est une norme politique, et qu'en fait il y a un norme, et pour les gens avec une vie considérée une minorité, c'est hors norme, et juste le fait d'être considéré hors norme, c'est considéré aussi politique. Du coup, même si on a des histoires racontées qui sont en vrai la vie quotidienne, le fait que ça n'arrive pas dans le cadre de la vie française, honnêtement blanche, c'est considéré différent. Et c'est pas que le film final qui est considéré politique, mais juste même pour vendre, pour convaincre les gens de créer le film. C'est à ce point-là déjà que ça devient en question de vendre un truc différent. Et c'est, à mon avis, c'est vraiment pas par choix que c'est considéré politique. J'aimerais ajouter effectivement que lorsque je me suis posé la question du film, on m'a rendu un peu ça en pleine face, et c'était juste que en fait, donc mon film parle de la vie aux Antilles. Le simple fait que les Antilles existent est le résultat d'un choix politique, c'est-à-dire que la colonisation a été un choix politique, et du coup nos existences découlent de ce choix, et donc tout ce que l'on est, tout ce que l'on fait découle de ce choix, et forcément un impact et une considération dans la société d'aujourd'hui. Quand je me présente quelque part, ou quand une personne marginalisée, racisée, minorisée se présente quelque part, elle est définie d'abord par ça. C'est quasiment la première chose qui va parler avec l'image, quoi. Ensuite, on peut rencontrer les gens. Et donc, quand on a commencé à écrire le film, ou quand on présente des projets, forcément, on doit faire face à cette première appréhension, ce premier regard, on peut dire jugeant, quoi, et basé sur le fait que, je vais peut-être m'écarter un peu, sur le fait que la société étant hiérarchisée, on va tout de suite te mettre dans la case de la hiérarchie qui t'appartient pour pouvoir savoir où on se place.
Et ça, pour moi, ça a été la base de beaucoup de problèmes, de problématiques quand on devait présenter un projet, le défendre, parce qu'il fallait surmonter cette première étape de jugement, et du coup, c'était beaucoup de travail, quoi. Mais ouais, on pourra rentrer dans le détail aussi plus tard. Et du coup, alors, le politique, on nous l'impose un petit peu, malgré nous, de par nos identités ou de par parfois simplement nos passings. Mais est-ce qu'il y a quand même des œuvres qui sont ouvertement politisées, qui parlent de sujets souvent de faits réels, de faits historiques, qui sont politisés? Et bon, il n'est pas là aujourd'hui, mais je voulais parler un moment quand même du film de Denise Do, de Funan, qui raconte l'histoire des Khmers et de l'impact qu'ils ont eu sur sa famille. Et là, typiquement, c'est un film dont le sujet de base est politique. Et c'est un film qui, j'avais suivi pas mal sa sortie typiquement à l'époque, a été très très difficile à vendre parce que, non, déjà parce que film d'animation adulte, et comme vous le savez ou non, c'est toujours compliqué à vendre un film d'animation adulte, parce qu'il n'y a que les enfants qui regardent de l'anime, et puis parce que c'était considéré comme un sujet de niche. Alors que, par exemple, un film, je sais pas, un film sur Depardieu ou sur Johnny, là, il n'y a aucun souci, ils sont sûrs de trouver la cible, mais un film sur les Khmers, non, et sur les victimes des Khmers surtout, et l'impact que ça a pu avoir aussi sur la diaspora française, ça a été très très compliqué à vendre. Et en plus, comme le sujet n'est pas très cicatrisé, finalement, il est assez récent en France, ça a été, de ce que j'avais entendu et compris à l'époque, d'autant plus difficile de convaincre des acheteurs de l'avoir. Donc non seulement le politique, on nous l'impose, mais quand nous-mêmes on veut l'avancer dans nos projets et qu'on sait qu'il y a des éléments dedans qui sont politiques, ça rend la tâche parfois d'autant plus ardue. Pardon. Typiquement, hasardeuse aussi. Sur Vanille, typiquement, comment ça s'est passé la production? Comment t'es arrivé à présenter Vanille? Eh bien, en fait, moi je travaillais déjà dans la boîte depuis longtemps, c'est déjà 10 ans que je travaille avec eux. Et quand je leur ai présenté le projet, ils m'ont dit non. Voilà, tout simplement, ils me connaissent et tout, ils m'ont dit non. On pense que ça ne marchera pas. Et c'était pas encore très clair à l'époque pourquoi, c'était pas possible. Et ce qui s'est passé, c'est que moi de mon côté, j'ai continué d'écrire mon histoire et j'ai eu l'aide à l'écriture du CNC. Donc qui était quand même conséquente pour 26 minutes, c'était 20 000 €. Et lorsque j'ai eu cette aide, d'un seul coup, ils ont demandé de renvoyer le dossier quand même, pour voir. Et là, bizarrement, ça a marché, ils ont voulu le produire. Et donc, à l'époque, c'était vraiment juste 2 personnes qui étaient à la tête de Folimage, on travaillait ensemble. Et petit à petit, ils se sont ouverts au projet. Mais très vite, j'ai compris qu'ils ont vu l'intérêt exotisant du projet. Donc en fait, on dit yes, cool, on va partir aux Antilles, il va y avoir des couleurs dans tous les sens, ça va être la plage, les cocotiers, parfait, ça se rend très bien, ça va être génial. Et quand ils ont lu le scénario, ils se sont rendu compte que c'était pas ça, qu'il n'y avait pas de plage, quoi. Et que du coup, c'était plutôt un film sur la famille et les racines. Et là, ça commençait un peu à être un peu plus tendu. Et là, eux-mêmes, en cherchant de leur côté comment vendre le film, ils ont été confrontés à mais du coup, il y a du créole dans le film, ça ne sera pas traduit, ça ne sera pas sous-titré, mais du coup, ça se passe que en Guadeloupe. Ce serait bien que ça se passe un peu à Paris aussi. Mais du coup, ça se passe. Voilà, et il y avait plein de choses comme ça où on sentait que les diffuseurs, notamment, avaient besoin d'être rassurés sur le fait que ce film touchera le public blanc, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Et ils l'ont même dit, ils m'ont dit, on a peur que les petits métropolitains ne se reconnaissent pas dans ce film. Or, il y a à peu près il y a quasiment plus d'Antillais qui habitent en France hexagonale qu'aux Antilles. Donc rien qu'en disant ça, c'est déjà une insulte, quoi. Donc après, ma chance, je pense que, et c'est parce que je suis métisse, donc en ayant un père blanc, et en ayant un père blanc qui m'a appris très tôt à effacer mon accent créole pour ne pas me faire cataloguer dans la catégorie antillais. Donc tout ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, je me rends compte, m'ont permis d'accéder assez rapidement à certaines étapes que d'autres qui ne sont pas métissés, qui n'ont pas eu une éducation par un blanc aussi, auront sûrement plus de mal à accéder. Et je m'en suis rendu compte parce que mon père il est venu en Normandie, et j'en ai parlé, on fait « Ah, génial, j'adore Grandville, nanana ». Et je me suis rendu compte que ça a été ma porte d'entrée à des lieux en fait où ce n'aurait pas dû être le cas, ça aurait dû être mon travail qui aurait dû me permettre d'arriver là. Pas le fait que
tu es allé en Guadeloupe 2 fois en vacances et que tu connais bien et que les petits ponches, tu aimes ça. C'est pas ça le problème. Et ça, c'était des petites choses un peu dont j'ai pris conscience. Et il y a quand même un moment où ils nous ont dit non, on fera pas le film. On estime qu'il fait trop peur, que les enfants de l'Hexagone ne pourront pas rentrer dans l'univers antillais, que c'est trop loin d'eux, c'est trop vaudou, tout ça. Il y avait plein de mots qui leur faisaient peur. Et du coup, ça a été un non catégorique. Suite à ce non, désolé, c'est un peu long, je peux couper. Mais suite à ce nom, en fait, ma folle image, elle est abandonnée. Et c'est l'auteur Antoine Lancio qui nous a accompagnés sur l'écriture et qui a eu une place. Ça, j'aimerais juste faire un petit aparté. Il y a des auteurs blancs qui savent très bien respecter la place des gens et quand on leur demande d'intervenir, qui savent ne pas s'imposer dans le récit et qui s'est vraiment mis au service de notre narration et qui a disparu littéralement, quoi. Il s'est vraiment mis de retrait pour vraiment nous aider, et même si j'aime pas trop le terme d'allié, parfois ça me met mal à l'aise, il a vraiment été un soutien fort en tout cas. Mais bon, le fait qu'il soit là aussi, ça nous a vachement facilité les choses. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que lui m'a encouragé à réécrire, donc je suis reparti en écriture, et là j'ai fait un travail dont je suis encore un peu dans une zone grise, où j'ai travesti l'idée originale pour qu'elle puisse être achetée par France Télévisions. C'est pas quelque chose dont je suis fier, mais c'est quelque chose que j'ai décidé de faire parce que je me suis dit, vaut mieux ça que rien. Je me suis dit, je préfère avoir un film un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu déviant de l'idée d'original qui existe que rien du tout. Et c'est là en fait que Vanille, du coup, habite à Paris, est née à Paris, et elle a grandi à Paris, et très vite on part en Guadeloupe. Donc en fait ils nous ont dit, ce serait bien qu'on voit ses amis, qu'on traîne à Paris, qu'on soit parisienne avec elle, quoi. Et j'ai dit, moi aussi je vais à Paris, et puis ça dure littéralement 30 secondes dans le film, et puis on s'en va. Mais du coup j'ai pris leurs contraintes, et je me suis dit, comment je peux les mettre dans le film, et ne jamais perdre l'essence du projet même. Parce que l'essence c'était de partir en Guadeloupe, qu'on entende du créole, que Vanille reconnaît avec ses racines, qu'on montre une autre partie de la France, parce qu'on est quand même français et que du coup c'est la culture française malgré tout, et qu'on voit en fait la richesse, qu'on arrête de essayer d'un peu de changer les clichés. Et je me suis dit, est-ce que leurs contraintes m'empêchent de faire ça? Non, mais je vais quand même travailler à rentrer un peu dans les clous. C'est ce travail qui était très difficile. La co-auteure Aurore Auguste, qui est guadeloupéenne, a failli quitter le projet. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas du tout ce qu'on a écrit. N'importe quoi, on va se faire tailler par tous les Guadeloupéens, on connaît plus l'histoire et tout. Et je lui dis, oui, je sais, mais là, on en est à une époque où c'est soit ça, soit on arrête complètement le film. Et moi, ça faisait des années que j'étais dessus, c'était pas possible. Et donc, j'ai quand même accepté de le faire. Et tout au long de la fabrication du film, je remettais des choses. Je remettais plus de créole. Je remettais... il n'y a qu'un seul personnage blanc dans le film, c'est le papa. Et c'est tout. Et du coup, il nous avait dit, ce serait bien qu'on voit plus de monde, que ce soit plus... comment il avait dit, plus... Benetton, non pas Benetton, si c'est Benetton, exactement, c'est Benetton, quoi. Et je fais genre, mais vous êtes dingue, bon c'est pas grave. Et après ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu quand même s'entendre. C'est-à-dire que France Télévisions, en discutant avec eux, tant que c'était sous forme de scénario, ils hésitaient. Dès qu'ils ont vu l'animatique, et je pense que c'est là où notre force en fait arrive en tant que personne un peu différente, c'est qu'on a un point de vue différent justement sur la société, et ils ont été séduits par ça, par notre façon de raconter, qui est authentique. Et du coup, pour le coup, là il y a un vrai changement, et je suis obligé de le reconnaître. Ils ont basculé du on te bloque à on ouvre les portes, vas-y fonce, on te soutient. Et jusqu'à promouvoir le film après Annecy, ils ont été vraiment au top. Donc je pense qu'il y a eu une bascule qui a coûté le fait que j'ai travesti un peu l'idée originale. Mais aujourd'hui, je suis content que le film existe parce que dedans, il y a des bases, il y a des prémices de beaucoup de choses pour la suite. Ah, j'étais long, pardon. Guillaume, tu as bien parlé du fait des obstacles créés par les producteurs et leurs besoins. Et je trouve que ça arrive souvent qu'il y a un risque d'autocensure où en fait on a peur de vraiment créer une histoire à nous parce que sans faire exprès, on imagine en public blanc en fait. Du coup, en fait, tu sais, sans faire exprès, on raconte une histoire où on croit qu'on est obligé d'expliquer des choses, de raconter des choses pour quelqu'un qui est complètement ignorant. Et
petit à petit, on voit qu'en fait, on raconte pas une histoire qui n'est pas pour nous-mêmes, en fait. Et je me demande si, pour toi, est-ce qu'il y avait des moments où ça arrivait que tu as dû te convaincre de continuer avec certaines choses, ou d'acheter des choses que tu as vraiment envie de mettre dans l'histoire? Alors en fait, le parcours est un peu particulier, parce que moi j'ai commencé, comme je disais au début, c'était pas politique à la base, j'ai écrit une histoire de mon enfance, j'avais envie de partager justement ce que c'est que de renouer avec ses racines et tout ça, et j'avais pas pris la mesure de tout ce que ça voulait dire, et donc la première approche était d'être total, sincère, de tout mettre, j'ai tout mis, j'ai mis des créatures qui faisaient méga peur, non pour moi non, mais qui étaient vraiment, c'était vraiment le cœur de la culture antillaise, la culture créole, j'ai mis des choses vraiment que même certains Guadeloupéens ne connaissaient pas, parce que j'ai trouvé ça beau, et que ça marchait dans le film. Et c'est quand tu vas trop loin dans la finesse ou dans la précision, dans des informations qui sont moins mainstream, ben là du coup, c'est là que je me suis rendu compte que je les ai complètement perdues. Et donc c'est là-dessus que j'ai dû lâcher. Par contre, jamais j'ai lâché sur les choses qui me tenaient vraiment à cœur. En fait, pour tout vous dire, le soukounion, la créature qui attaque dans le film, à la base, c'est pas un oiseau, c'est une femme, c'était la Tati de Vanille, qui se transformait la nuit en créature et qui aspirait le sang des villageois. Donc c'est un vampire, on en a vu des milliards d'histoires avec des vampires, c'est pas nouveau. Mais le fait que ce soit un vampire noir, ça c'est bizarre. Attends, les noirs aussi peuvent nous manger, tu vois. Il y a un truc un peu bizarre, quoi. Et du coup, là, je me suis rendu compte qu'on avait atteint une limite de leur imaginaire, en fait. Tout simplement, c'est leur imaginaire qui était limité, c'est pas le récit. Mais du coup, quand même, j'ai dû faire marche arrière. Et tout le travail, comme tu dis, ça a été de me censurer tout en gardant l'essentiel de ce que je voulais raconter. Et vraiment, pour le coup, je suis content parce que quand je vois le film, même 2 ans après, je me dis, yes, c'est encore là. Les cheveux sont là, le rapport un peu mère-fille qui est très important pour moi et qui ne peut passer que par la musique. On m'a proposé de couper la chanson de la Tati, qui est un moment extrêmement clé dans le film, parce qu'ils ne voyaient pas pourquoi, enfin, ça prenait beaucoup de temps dans le film et ça n'apportait rien au niveau de l'histoire. Or, c'est quand même quelque chose où c'est la première fois qu'elle lui transmet quelque chose. Donc voilà, il y a des choses auxquelles j'ai tenu qui devaient être coupées et d'autres que j'ai dû lâcher. Donc, mais après, c'est comme ça pour tous les films, en dehors de ces questions-là. Mais je trouve que quand il y a ces questions-là qui arrivent, il y a un postulat de je sais, parce que c'est moi qui t'ai colonisé, c'est moi qui te donne de l'argent, et du coup, je vais te dire comment il faut que tu fasses ton film pour que ça plaise. C'est dommage. Sachant qu'en face, moi je suis chargée de production au quotidien, donc je suis de la série, les contacts qu'on a avec les diffuseurs, c'est vrai qu'ils ont totalement cette posture de je sais, mais leur je sais tient parfois à mon fils il a vu, il a aimé. Je rigole pas, c'est du niveau des Oscars où c'est leurs gamins qui ont vu le long métrage et ça les a convaincus de voter pour tel ou tel film. Et c'est vrai que souvent il y a l'autocensure des auteuristes, des créateuristes. Les producteuristes souvent ont peur aussi d'y aller et d'y aller justement un peu franco parce qu'ils ont peur de ne pas réussir à trouver en fait de financement derrière, parce que le financement c'est les diffuseurs. Et les diffuseurs, eux, pour le coup, là, sont vraiment, ça dépend vraiment énormément de sur qui on tombe. On en parlait avec Guillaume juste avant que la table ronde commence. À France Télé, on peut tomber sur des gens, comme moi j'ai eu par exemple sur Les Culottés, qui étaient globalement très à l'écoute et qui nous ont laissé bosser, vraiment faire notre taf. On a eu juste un blocage sur, tu vois, pareil, plus sur le côté les enfants vont pas comprendre. C'est compliqué pour eux. On avait un personnage transgenre et opération de réassignation sexuelle, c'était trop compliqué pour les enfants. Bref. Et donc selon sur qui on tombe, le diffuseur, et vraiment c'est une bulle à part. On les voit pas au quotidien dans les studios. Ils nous envoient des mails avec des retours et ils ont droit de veto en fait sur les productions. Donc quand ils disent j'aime ou j'aime pas, c'est de la bataille de quotidien vraiment pour faire passer les idées. Et j'y pense que c'est d'autant plus important que cette semaine ça a été les 10 ans de Gravity Falls, de la sortie de Gravity Falls, et Alex Hirsch, le créateur, a partagé sur Twitter des notes du S&P de Disney Channel. Le S&P, c'est l'équivalent du service du juridique qui va dire non, ça c'est trop cru, ça c'est trop vulgaire, on peut pas pour les enfants. Et il y a des trucs complètement aberrants. Et c'est souvent en fait vraiment une bataille sur tout le long de la prod pour faire passer, mais parfois des trucs idiots, ne serait-ce que avoir des cheveux crépus ou une fille grosse. Ça peut être encore très compliqué et ça dépend vraiment de l'interlocutrice sur qui on tombe. Donc toi, je sais pas, France Télé, qui tu as eu un peu des deux, si j'ai bien compris. Ouais, t'en as eu deux.
Mais du coup, oui, c'est... On drop des names ici ou pas? Non, non, on va pas clasher. De toute façon, on les connaît, à force on se file les noms. Mais non, c'est plus compliqué. Et je pense qu'à côté, bah, typiquement, Valentine, qui a fait un cours de fin d'études, avait peut-être une liberté, enfin, j'imagine, du coup, je veux bien que tu développes là-dessus, mais une liberté que nous, en série et en long, bah, on n'a pas, parce que justement, on dépend trop de financement de diffuseurs qui tiennent les cordons de la bourse bien serrés. Ça va être intéressant. Bah, je trouve que quand on est étudiant, en fait, on a envie de croire que à l'école, on va profiter des derniers moments de liberté avant d'aller dans l'industrie. Mais évidemment, c'est plus complexe que ça parce que enfin, La Poudrière, en tout cas, c'est une école qui est assez présente dans le suivi des films et qui a un regard vraiment calé sur l'industrie. De dire typiquement c'est trop de niche tel sujet parce qu'ils vont systématiquement imaginer un public blanc. Et bah, typiquement sur ce film Je ne suis pas, le sujet principal que je voulais aborder c'était le rapport à la nuit qu'on peut avoir quand on est assigné femme ou quand on est en tout cas perçu comme femme dans l'espace public et notamment quand on est racisé. Et évidemment bah, pour les directeurs et directrices c'est quelque chose qui leur est totalement étranger. Et bah, c'était assez compliqué d'imposer ce sujet. Après, ils m'ont pas vraiment mis des freins, mais clairement, on m'a fait des commentaires sur le manque d'universalité de ce genre de sujet. Et typiquement, je pense que, encore une fois, en tant que personne marginalisée, on n'a pas le choix vraiment au quotidien que de s'identifier à des personnes qui ne nous ressemblent pas. Et c'est assez terrible de se dire que cette expérience de l'universalité, on l'attend de nous, mais pas de même, pas des groupes dominants en fait. Et bah, du coup, pour revenir à ta question, c'est quand même trop bien de pouvoir faire des films, d'avoir des moyens, d'avoir des intervenants. Mais j'ai vraiment senti que pour traiter le sujet comme je le voulais, il allait falloir que je sois très très proactive, que je devienne, que je demande les intervenants que je voulais, que je sois très présente sur le casting par exemple, parce qu'en fait, on va pas se le cacher, les intervenants en animation c'est majoritairement des hommes cis, hétéros, blancs, et franchement je suis pas sûre de leur expertise sur une histoire comme celle que je voulais raconter, et du coup ça s'est vraiment vérifié. Très souvent j'ai été l'intervenante en fait dans ce tandem, et moi j'étais là mais payez-moi, enfin, là c'est moi qui vous ai appris des tas de trucs, et là c'est moi qui vous rends un service, et voilà. Mais le blocage que pouvait avoir la direction, ça tient, c'était ouvertement par exemple pour pouvoir présenter le film plus facilement à des festivals par exemple, parce qu'il n'y a pas la contrainte économique typiquement sur ce genre de créa. Bah, en fait, leur vision elle est vraiment sur est-ce que le film va être compris, et du coup même juste à la base de la réception du film, ils se disaient mais en fait c'est trop de niche, on ne va pas comprendre. C'était juste ça. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, bien sûr. En fait, à La Poudrière aussi, il y a, lorsqu'on fait les films de fin d'études, la présentation de ces courts-métrages à des chaînes de télévision qui sont supposées les diffuser. Donc en fait, ils nous mettent face à une situation de devoir séduire, prouver, donner envie d'acheter le film. Et je pense que ils ont assez peur, en général, à la direction des retours des producteurs qu'ils invitent et tout. Donc je pense aussi qu'ils avaient... C'est une école qui a peur sur beaucoup de sujets. Donc en fait, ça ne m'étonne pas qu'ils réagissent comme ça. C'est chiant, mais c'est trop dommage. Mais ça m'énerve parce que c'est quand même à la base des gens qui font attention un peu, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, quoi. Et du coup, le film, peut-être qu'on pourra le regarder. C'est ça aussi, ce genre de cours. Et ce que ça peut permettre ensuite de développer auprès des chaînes, c'est de montrer qu'on peut proposer d'autres récits en fait, et sortir du classique trio avec le petit garçon blanc, le meilleur ami noir ou arabe, et puis le love interest féminin, qui est malheureusement encore très très présent, hein, je vous jure, c'est assez atroce. Du coup, Valentine, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu plus du procédé, de ce qui t'a amené à faire ce court-métrage-là? Oui. Du coup, j'avais vraiment commencé à écrire. Bon, déjà, j'espère que vous allez bien. Ensuite, j'avais plutôt commencé à écrire sur le fait que la nuit nous exclut
en tant que, voilà, encore une fois, marginalisée. Et que, voilà, si je le pouvais, j'irais trop faire la fête, aller à des concerts, mais en fait, je peux pas aussi simplement le faire. Et que du coup, la rue la nuit est un terrain de lutte constant. Et je me suis dit, qu'est-ce qui m'aide à me sentir mieux dans la rue la nuit? Et il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai commencé à coller dans les rues de Valence. Et que ça m'a beaucoup aidé en fait à me réapproprier cet espace. Et du coup, c'est un peu dans cette idée de parler de, comment dire, d'adelphité, en fait, de solidarité entre des personnes qui partagent des identités communes, et ici en l'occurrence des personnes queer et racisées. En fait, je pense que c'est aussi une représentation qui manque énormément parce que en tant que personne queer et racisée, voilà, on se dit que dans la majorité des films qu'on voit, c'est surtout des personnes blanches. Alors que, oui, on peut être toutes ces choses-là en même temps. On n'a pas à choisir, en fait. Et du coup, c'était important aussi pour moi de mobiliser des personnes qui vivaient ce genre de situation pour faire ce film. Parce que pour moi, faire des films, c'est aussi une expérience. Et on peut en sortir grandi. Et on peut en sortir enrichi et inspiré. Et du coup, j'ai demandé à l'école en fait, d'avoir des intervenants en particulier. Et j'ai donné vraiment mes critères. J'ai dit, comme ça parle de racisme et de sexisme, c'est hyper important que ce soit une personne racisée et pas un homme cis. Et ça a été difficile à faire entendre. Vraiment, ça a été beaucoup de pédagogie à faire pour expliquer véritablement pourquoi c'était si important. On m'a proposé des personnes blanches en me disant, mais elle a l'air un peu asiatique, du coup, peut-être que... Et justement, mais c'est pas... En fait, je pense que les gens ne comprennent pas que dans la racisation, il n'y a pas que les traits physiques, il y a aussi l'histoire, comme tu disais, d'avoir été colonisé, d'avoir vécu des siècles d'histoire, c'est très concret. C'est pas juste j'ai l'air ceci, cela, enfin, c'est pas quelque chose d'instantané, c'est sur la durée. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir May Nguyen qui m'a aidée, et aussi Alicia Prax, qui ont été vraiment hyper cool pour écrire les dialogues, pour mettre tout ça en scène, mais avec cette subtilité qui allait avec ce que je racontais. Notamment le rapport à la famille aussi, qui est très particulier quand nous on est enfants d'immigrés, on se dépatouille avec tout ça. Les parents, ils ont vraiment tout donné pour qu'on soit là, et du coup, il y a des réalités qui sont difficiles à ajuster. Et je pense que c'était hyper enrichissant de discuter avec May de tout ça, parce que je pense que je suis très contente avec le résultat, parce que j'ai pu retrouver quelque chose de tendre entre la famille et les enfants. Alors que souvent, on pourrait se dire, les parents, ils ont trop peur et ils deviennent presque un ennemi. Alors qu'en fait, il faut se souvenir que l'ennemi, il est au-dessus, en fait. Bref. Et aussi, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des personnes concernées dans le casting. Mais c'était pareil, toute une démarche, parce que du coup, j'ai fait un appel de recherche en disant, je cherche une personne noire, non-binaire, je cherche une personne, etc. C'était assez détaillé. Et j'ai été assez protégée parce que des gens ont relayé cet appel sur Facebook et je n'ai pas eu à faire les débats personnellement. Donc merci beaucoup les internautes d'ailleurs, parce que je pense que vraiment vous avez contribué à ça. Et ça, voilà, typiquement, c'est une action que les alliés peuvent faire pour éviter cette charge éducative. Et du coup, de faire les castings, de rencontrer ces personnes sur place, d'échanger, d'être vraiment ensemble, c'était à la fois un beau moment, mais aussi très bénéfique pour le film, parce qu'elles ont elles-mêmes pu apporter leurs propres modifications. Par exemple, j'ai eu trop de chance, une des personnes qui doublait était elle-même coloreuse, et était aussi une personne non-binaire, et ressemblait vraiment comme deux gouttes d'eau à Maë. Et en fait, elle a vraiment apporté quelque chose dans les dialogues, pour que ce soit le plus juste possible. Voilà. Et pareil, là, dans la musique, à la fin, c'était important pour moi qu'il y ait quelque chose de musical et harmonieux, où plusieurs voix sont à la fois très différentes, mais sont aussi unies. Et du coup, c'était une chorale de copaines qui sont venues chanter pendant toute une matinée. C'était trop cool, mais c'était vraiment une volonté de faire en sorte que ce film, ce soit pas juste un film de fin d'études et il faut que ce soit présentable à la fin, mais
une bonne expérience. Il y a deux choses que tu as dit sur lesquelles je rebondis, parce que ça me paraît assez important. C'est la charge mentale déjà, que ça ajoute de devoir faire de la pédagogie auprès de tout le monde, de devoir en fait constamment te battre pour avoir les bonnes personnes en face de toi qui vont t'aider, et derrière de devoir se réapproprier l'espace. Et du coup, cette charge mentale qui à premier abord, c'est vrai, est pas marrante parce que tu es obligé de forcer en fait, de pas te laisser imposer des gens qui ne correspondent pas à tes besoins, te permettre ensuite de réapproprier l'espace en impliquant des personnes plus concernées, plus diversifiées, et qui ensuite disent regardez, on fait un aussi bon boulot, et limite c'est encore mieux justement parce qu'on a des personnes qui travaillent dessus. Est-ce que c'est une solution à long terme qu'on peut avoir dans l'anime, de dire ok, ça va, on va avoir une période où on va devoir éduquer les gens, ou alors fuck it, on arrête de les éduquer, ils se débrouillent et on se réapproprie l'espace d'une autre manière. C'est pas évident comme question, désolée. Alors, personnellement, je rêve qu'on sorte de ce rôle d'éducateur. Je pense qu'on est des artistes à part entière. Finalement, c'est des métiers différents que d'éduquer et de créer. Et moi, je rêve qu'il y ait des studios de racisés. Je rêve en fait que les gens osent s'approprier pleinement leurs histoires, parce qu'on mérite. Et après, par ailleurs, ce serait super que tous les studios mettent la main à la pâte pour proposer des formations. Mais c'est juste que c'est pas à nous de le faire. Il y avait une question là. Oui. Merci. Déjà, merci beaucoup à tous de discuter autour de ces thématiques. Je trouve que c'est hyper important. Et j'ai vraiment adoré ton film. Merci beaucoup. Et il y a un plan qui m'a vraiment interpellé, c'est le collage dans le pays des Lumières, le racisme brille. Enfin, je trouve que c'était hyper bien trouvé. Et enfin, je trouve que ça parle aussi de ce qui est politique, parce que moi, j'ai fait un mémoire justement sur l'engagement politique des séries françaises, donc j'ai beaucoup réfléchi à cette notion de politique. Et pour moi, c'est ça en fait, en partie le politique, c'est remettre en question le status quo. Et pour moi, c'est vraiment ça aussi que ton film est politique, parce que tu attaques frontalement notre vie qui est la France, et tu le mets devant ces contradictions. Et je voulais savoir si tu avais du coup eu des retours particuliers sur ce plan-là. Et ma deuxième question, qui est une transition, c'est plus sur la différence entre la France et les États-Unis sur ces questions-là. Parce que la scène avec les parents, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Alerte Rouge, le dernier du coup que j'ai adoré, je ne m'attendais pas du tout à adorer. Et ça m'a beaucoup touché, alors que au début, il y avait beaucoup de retours qui disaient pourquoi moi je m'identifie à cette petite fille qui va aller à un concert. Et je trouve qu'il y avait énormément de mauvaise foi en fait de ces personnes-là, parce que il y a une universalité dans cette histoire, c'est que c'est une fille qui a une passion, et sa passion elle n'est pas regardée, et puis il y a toute cette question de féminité. Donc pour moi c'est ça qui est universel, et c'est dommage que beaucoup de personnes ne voient pas cette universalité dans cette histoire. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une différence entre la France et les US sur ces questions-là, même si les US c'est pas tout blanc non plus, parce qu'il y a énormément de problèmes. Est-ce que vous avez déjà pensé justement à aller chercher des aides ailleurs par rapport à vos films? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit et pour tes questions. Du coup, pour la première question, c'est vrai que... Alors déjà, tous les collages que vous avez vus, c'est des collages qui ont été écrits par des groupes de coloreuses en France. En fait, j'ai eu des retours. Je crois que celui-là, ça s'est plutôt bien passé. Mais parce que je pense que il y a un petit côté où c'est bien écrit, il y a un peu un jeu de mots et du coup ça passe. C'est pas aussi frontal. Et en fait, avant, par exemple, dans le collage qui est juste avant le passage de la police, j'avais écrit « Décolonisons la police ». Là, c'est pas facile. Voilà. Mais donc, je pense que ça... Oui, ça montre qu'il y a une fragilité qui est très forte. Et aussi une idée qu'il faut confronter, mais avec subtilité, en passant par des chemins différents et en prouvant qu'on est encore dans cette culture élitiste. Mais par contre, si on dit les choses telles qu'elles sont, non, ça ne passe plus. Donc voilà. Et après, la deuxième question... Je voulais juste, entre les deux, dire big up à Valentine quand même, parce que ce qui a été fait à la Poudrière, c'est quand même un peu la première fois, je trouve. Donc bravo. Et j'ai fait ça vraiment. Et en fait, c'est pas tellement pour mon équipe, mais c'est vraiment pour dire que là où tu avais raison, c'est que c'est pas maintenant, c'est imposé.
c'est plus expliqué, on a assez fini de louvoyer, maintenant je comprends, maintenant c'est de dire c'est ça le film que je vais faire, et si tu ne veux pas le produire, eh ben ce sera pas toi le producteur, quoi. Et du coup c'est assez fort que, et même au final ils ont fini par accepter plusieurs choix. Je trouve ça vraiment très fort, et donc je vais dire shout out, quoi, bravo pour ça. Merci beaucoup. Moi j'ai envie de dire big up à tous les étudiants qui essayent de faire des films qui leur tiennent à cœur et qui parlent de leur vécu et qui parfois se font un peu marcher dessus par des intervenants qui sont juste là pour lever le petit doigt et dire un truc qui sonne intelligent. Donc courage, faites des films. D'ailleurs, il y aura la réponse à la question sur la différence entre la France et les États-Unis, mais sur une solution possible justement pour récupérer l'espace, autant en tant que femme qu'en tant que personne queer, qu'en tant que personne racisée. Il y a une problématique en France dans les écoles qui est que la plupart des écoles sont soit privées, soit publiques consulaires et en fait font un peu ce qu'elles veulent. Elles embauchent qui elles veulent pour donner des cours. Moi typiquement je donne des cours, j'ai aucune formation. Et on se retrouve du coup avec des gens qui donnent des cours en école et qui parfois on a du bol, sont très pédagogues et continuent eux-mêmes à apprendre, à se développer auprès de leurs élèves. En fait c'est souvent les meilleurs profs, c'est ceux qui échangent leurs connaissances avec les élèves. Et il y en a qui ont décidé qu'ils savaient bien tout et qui vont apprendre. Et qui vont eux apprendre aux élèves, les élèves n'ont rien à leur apprendre. Et un souci qu'on a, c'est qu'il n'y a pas justement de gestion pédagogique au sein souvent des écoles. C'est un peu chaque prof donne son cours, chacun fait un peu sa tambouille et les élèves doivent se débrouiller avec. Ce qui fait que les retours que moi je vois souvent en prod de jeunes diplômés, de gens vraiment qui sortent tout juste d'école, c'est que ils ont fait un peu ce qu'ils pouvaient avec un gloubi-boulga de cours, mais qu'ils n'avaient pas, eux, le sentiment qu'ils pouvaient demander à aborder certains sujets, à aborder certaines techniques. Je pense à une de mes chara-designeuses que j'avais sur Foot de rue, qui s'était étonnée, qui est arrivée en cours de route, j'ai pas eu de bol, qui s'était étonnée parce qu'un de nos personnages principaux, qui est noir dark skin, avait pas l'intérieur de la main plus clair. Et elle m'a dit, vous êtes trompé. Je fais, ah bah non, merde, juste on savait pas, on n'a pas fait gaffe, on n'avait personne à l'intérieur. Et elle me disait, bah oui, mais il n'y a personne pour vous le dire, et il n'y a personne ni à l'école qui nous l'apprend, puisqu'en plus on leur apprend du chara-design que sur des personnages blancs, et minces, globalement. Et en prod c'est pareil, quand on arrive et qu'il y a des personnages non blancs, soit ça tombe dans la caricature, soit en fait souvent ils font aussi du comment on appelle ça, du color swap. Où ils prennent vraiment un perso blanc, ils le mettent en marron et puis ça fait le taf. Et du coup il faut pas hésiter, et en tant que travailleuse et en tant qu'étudiant et étudiante, à aller voir les écoles et à les mettre un peu... vous payez la plupart du temps, donc les mettre un peu au pied du mur et à dire non mais on veut des preuves dignes de ce nom quand même. Et pour moi aussi, comme anglais qui arrive en France, du coup je viens du monde anglophone avec la culture aux États-Unis aussi. On peut dire que pour moi c'était plutôt marquant que ils étaient un peu moins avancés ici en France par rapport à des discussions de l'ethnicité, des gens en minorité. Un peu, t'es sympa. Et en vrai, même si on parle du collectif d'Elan, c'est aussi que le fait que ça n'a pas existé vraiment avant, et même hier, pendant nos rencontres, on a parlé avec mes animateurs aux Pays-Bas, de Luxembourg, qui ont dit que oui, ça n'existe pas là-bas non plus. Et du coup, il y a vraiment un manque de réseau, de communauté qui est assez important. Et pour moi, j'ai plutôt bossé dans les studios et en freelance, c'est une grande frustration quand on parle de chara-design, que juste, même avec les meilleures intentions et tout ça, des gens dans les prods, qu'il y a juste un manque d'expérience, un manque d'effort d'apprendre par exemple, comment dessiner les gens. Et en fait, moi aussi, j'ai bossé sur les séries culottées, et en vrai, c'était incroyablement raciste, les designs des fois. En fait, j'étais étonné. Et quand j'ai commencé dans le prod, j'étais en colo, et c'était la dernière étape, et j'étais plutôt étonné qu'à ce point-là, ils sont arrivés de faire des choses aussi, pour moi, comme anglais, choquant. Et je pense que, et ça c'est sur un prod, on peut dire féministe ou progressive et tout ça. Et je pense que ça c'est un point assez important, que même avec les bonnes intentions,
on est tous obligés d'apprendre. Et même comme nous, tu sais, si on parle des dessins, ça a besoin d'efforts, de pratique. Du coup, c'est pas juste une question des intentions. Il faut qu'on apprenne comment améliorer notre point de vue, nos expériences et tout ça. Moi, je trouve ça assez important. Et malheureusement, en ce moment, je trouve que c'est souvent les gens racisés dans les studios sont plutôt isolés dans ce cas-là. Et moi, quand j'ai bossé en Angleterre, ici en France, je me sentais très isolé de battre toute seule, même avec les gens sympas et tout ça. Je me sentais beaucoup de pression d'oser à dire un truc. Et même avec le soutien de plein de gens. Et, en Angleterre aussi, la situation elle est similaire en Angleterre? Pas tant qu'ici en France, ça c'est sûr. Mais par exemple, moi, je sais pas, il y a en Angleterre par exemple, il y a quand même une idée de c'est quoi qui est normal. Par exemple, une des dernières choses, j'ai travaillé en Angleterre avant que j'étais ici en France. C'était pour un truc dans les médecins, dans les hôpitaux. Et j'ai dû dessiner une couple avec un enfant. Et en fait, c'était un truc international, du coup, ça serait montré en Europe, en Afrique, en Inde, au Japon aussi, je crois. Et surtout pour le côté européen, j'ai fait un couple mixte. Et j'ai beaucoup d'obstacles avec ça, en fait. En fait, chaque fois, ils ont dit, en fait, on a envie que vous changez de couleur, en fait. Je veux faire qu'ils sont blancs et blancs. Et j'ai garé aussi. Par exemple, c'était un jeune couple avec un bébé. Et j'ai dessiné des femmes trop grosses et juste un bébé en fait. Elle n'était pas grosse non plus. C'est normal. Et je suis sûr que de base, c'était vraiment fatigant et stressant. Et cette difficulté aussi pour moi à ce point-là, c'est que j'étais pris en freelance par un studio. Donc j'ai jamais eu l'opportunité de parler avec les clients non plus. Du coup, il y a toujours ce truc de négociation de je fais mon mieux, mais je sais pas si je peux, on va parler, on verra. Et j'ai jamais eu la chance de juste dire franchement au client, c'est ça le souci, est-ce qu'on peut faire ça? C'est un peu éloigné, mais je trouve que si on parle des clients, des producteurs, dans mon expérience, pas ici en France trop, ils font les choix on est obligé de remettre en question leurs intentions. Ils font le choix, comme j'ai dit, un peu à mon avis raciste ou sexiste. Mais si on parle en personne, ils sont beaucoup plus timides. Et en fait, si on parle en personne, ils disent ils perdent les mots facilement. Et du coup, moi, dans certains cas, quand j'ai bossé pour les clients, mais j'étais pris par les studios en Angleterre en particulier, j'étais un peu frustré d'être aussi éloigné de ces conversations parce que il y a juste trop des étapes, trop des obstacles, trop des peurs, trop des doutes, des gens qui n'ont pas envie de causer des vagues et tout ça. C'était une vraie frustration. Et pardon, j'ai un peu éloigné de trucs de base, mais je pense que dans tous les cas, c'était soit si on parle de sujets, de discussions entre les artistes et les prods, ou les designs dans les séries ou les films, juste il y a un effort on a besoin d'un effort de tout le monde qui est vrai, réel. Et c'est vachement dur de laisser ça sur les épaules des gens concernés. C'est très isolant, en fait, je trouve. Du coup, c'est la même en France, et tu as raison, il faut faire boule de neige, en fait, il faut faire groupe. Moi, le studio pour qui je travaille actuellement, typiquement, grâce à ça, parce que tout le monde dans l'équipe a grogné, parce qu'il y avait un élément dans un épisode qui était transphobe, et tout le monde a réagi en disant « Ouais, non, mais on va pas le faire, en fait. » Genre, vraiment, l'équipe d'anime, le layout, la chargée de prod, tout le monde a réagi en recevant le script en disant « Non, mais on fait pas ça. » Et ils ont changé parce que tout ça a fait boule de neige, parce que les gens ont communiqué entre eux, en ont discuté, quitte à ce qu'ils décident qu'il y ait une personne qui les représente après auprès de la production, mais qui aille dire ensuite non, on n'y va pas. Et la différence justement qu'il y a avec les États-Unis en France, c'est qu'on est très peu organisé, donc on a peu de collectifs. Aux États-Unis, ils ont Black Animated, ils ont des cours dédiés au Caribbean, par exemple, de personnages racisés aussi. Ils ont plein d'associations qui existent. Ils sont très
Merde, c'est quoi le français pour unions? Syndiqués, merci. Ils sont très syndiqués et en fait ils échangent énormément entre eux. Si vous allez par exemple sur Insta ou sur Twitter, les animateurs, les animatrices et globalement tous les travailleuses de l'anime iOS, ils échangent énormément entre eux sur leurs conditions de travail, sur ce qu'ils produisent en studio, alors que nous, en ligne, on n'est finalement pas très présent. L'aspect communauté de l'anime, en France, elle n'est pas énorme, et c'est un truc qu'il faut, comme solution, typiquement énormément qu'il faut qu'on développe. Donc, allez à décolonisation de l'animation, voilà, allez aux intervalles, on est gentils. Et allons renverser un peu de tout ce bordel. Moi, je voulais aussi revenir sur cet aspect France-États-Unis. Quelque chose qui est assez important en France, c'est la notion d'universalisme républicain. Et c'est un truc qui est tellement présent et ça nous empêche même d'utiliser les mots pour parler de ces choses. Et quand on ne peut pas nommer les choses, on ne peut pas les travailler. Et aussi, à cause de ça, il y a vraiment une diabolisation de tout ce qui fait communauté. Et ça, pareil, c'est vraiment terrible parce que en fait, les communautés sont là de toute façon et c'est en les reconnaissant qu'on peut leur donner plus de force et plus d'autonomie. Et un autre truc aussi, c'est qu'aux États-Unis, encore une fois, tout n'est pas parfait non plus, au contraire, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus normalisé de rémunérer les gens pour des travails communautaires et pour du militantisme aussi. Alors qu'en France, je pense que les militants sont majoritairement bénévoles et en sévère burn-out et dépression. Et du coup, c'est quand même terrible. On a besoin d'argent pour faire des choses conséquentes. Et voilà, ça c'est un truc aussi qui m'a marqué. C'est d'autant plus compliqué qu'en prod, sincèrement, ça m'est arrivé une fois, moi, je suis reculottée de vouloir faire appel à 2 consultants parce qu'il y avait un épisode où j'avais peur qu'on n'utilise pas les bons mots, en fait, tout simplement. Et alors déjà, faire appel à des consultants, la production au-dessus, ça leur paraît un peu délirant. Ils se disent pourquoi on a des scénarios, ils sont écrits, ils sont validés, c'est très bien comme ça. Et alors les rémunérer, c'est même pas encore à leur portée. La plupart ont même encore, aujourd'hui, pas encore entendu parler de sensitive readers, donc de personnes qui vont relire les scénarios pour s'assurer qu'on ne dit pas d'énormes bêtises, notamment si ça se passe dans des contextes ou des lieux qui ne sont pas ceux connus par les personnes qui réalisent, majoritairement des mecs blancs. Et non, ça n'arrive pas. En série, peut-être en long, peut-être qu'en long, je sais pas, ça peut se trouver un petit peu plus parce qu'ils n'ont pas le même budget, pas le même temps de fabrication. Mais en série, donc le format qu'on produit le plus en France, à aucun moment on se questionne de se dire il faudrait peut-être que je fasse relire mon texte à une personne concernée avant de dire des bêtises. Juste du coup aussi, ça fait partie donc des fameuses solutions. C'est vrai que les sensitive readers, c'en est une, mais je trouve aussi que c'est juste parce que ça, c'est comme un peu Lionel en parlait, il disait que quelque part c'est un peu injuste parce qu'on va payer quelqu'un pour dire allez valide notre projet, montre-nous ce qui va pas, ok bon on enlève ça, et après ils font ce qu'ils veulent de la consultation. C'est-à-dire qu'ils ont dit oui mais on a consulté. Donc je pense que l'une des solutions qui serait peut-être plus pérenne, c'est de intégrer obligatoirement une personne concernée à l'écriture. Pour moi, je trouve que c'est l'une des choses. Tu veux écrire sur les femmes au Yémen, travaille avec une femme qui vient du Yémen. Enfin, ça me paraît tout à fait logique. Tu veux écrire sur les prisonniers du Guantanamo, ben, à ce moment-là, va travailler comme prisonnier. Qui est sorti de tôt, je ne sais pas, mais il y a un travail d'humilité, je trouve, qui n'est pas fait. Qui part du fait que parce que tu as vu un documentaire sur Arte, ne te donne pas le droit de réaliser un film dessus juste après, juste parce que ça t'a plu, quoi. Donc, et si tu le fais, alors vraiment, je trouve que c'est quelque chose de très important de s'entourer de personnes concernées et pas juste s'entourer comme ça un peu, c'est de vraiment rencontrer les gens, comme presque faire un travail documentaire. Et je trouve que c'est là où il y a peut-être quelque chose à trouver chez les gens qui font des documentaires. Ils passent 1 ou 2 ans chez les personnes avant de les filmer. Et c'est pas juste pour être sûr de capter leur confiance et après de les trahir. C'est quand tu passes 2 ans avec quelqu'un, tu apprends à la connaître, cette personne. Merci. Tu apprends... T'es cruel. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Et du coup, tu apprends à la connaître et tu ne peux que la respecter après quand tu veux parler de sa vie et de son vécu. Donc voilà, je trouve que l'une des solutions, ce serait que, je sais pas comment faire ça exactement techniquement, mais que dès qu'il y a un projet qui parle d'un projet, je vais me mettre là comme ça, qui parle d'un projet un peu qui est différent de ce dont on a l'habitude de voir, d'inclure systématiquement, et je dis bien systématiquement, quelqu'un concerné.
il y a une productrice qui m'a contacté pour que je valide un swap, du coup, un fameux swap. Et du coup, je suis arrivé, elle m'a montré, mais genre... Mais qui a dessiné ça? Ah ben oui, c'est une jeune fille, etc. Machin. J'ai dit d'accord, mais elle est pas noire, non. Ok, et ben du coup, peut-être que vous pourriez embaucher une graphic designer noire qui pourrait essayer de faire ça bien. Déjà que c'est un swap, donc... parce que l'origine... Sur Wix ou quoi? Non, mais en fait, c'est une série qui n'est pas encore sortie, justement, ils sont en développement, et justement, ils voulaient faire ça suffisamment en amont, et ça partait d'une bonne intention. Elle voulait vraiment éviter de tomber dans les clichés, encore une fois, en intégrant un personnage noir, secondaire, certes. Et après, j'ai dit, et si c'était le personnage principal? Et là, j'ai vu le petit frisson comme ça. Parce que, et qu'est-ce que ça changerait? Et sa démarche, c'était de dire, on va faire une histoire sur, avec des personnages noirs, mais qui auront une vie normale. Et j'ai dit, c'est quoi une vie normale? Elle dit, bah, tu vois, on va pas accentuer le fait qu'elle soit noire, elle va être vive comme tout le monde et elle n'aura pas de problème. Je dis, mais c'est faux. C'est complètement faux, c'est pas vrai. Elle me dit, si, il y a plein de noirs qui peuvent faire comme tout le monde. Je fais, non. C'est pas vrai. Et du coup, je dis, c'est très compliqué. Très très compliqué là-dessus. Et je pense que si vous faites ça, il va falloir à un moment donné que vous en parliez, sinon personne ne va y croire et ce ne sera pas respectueux. Là, il n'y a plus de lunettes. Pardon. Ah, une question. Attends, je vais donner. Alors bonjour, alors en fait c'est pas plus une question, c'est plutôt une remarque en fait. En fait, justement, très justement, tu as dit quelque chose, c'est une personne noire qui va vivre comme tout le monde. Et il y a déjà quelque chose qui va pas du tout dans cette phrase, c'est en fait, ça admet surtout qu'en fait, la vie normale existe et que en fait, tout le monde est censé... En fait, il y a une espèce de normalisation de la vie en fait et de ce qu'elle est censée être, alors que voilà, il y a une espèce de volonté de vouloir dire on est tous pareils, alors qu'en fait le discours qu'on devrait avoir c'est on est tous différents. On est tous, et déjà si on changeait ce discours-là en fait dans la création, il y aurait quelque chose. Déjà ça irait beaucoup mieux et on accepterait en fait de parler des autres finalement, de parler de tout le monde en fait. Voilà. Et je pense que le vrai problème il est là, il y a un changement de paradigme à faire au niveau de la création. Voilà, c'était simplement cette remarque. Merci. Allez, quelqu'un qui a autre remarque. Bonjour. Alors, merci déjà pour d'être là et de discuter tout ça. Je travaille aussi cette année sur... c'est une continuité de mon mémoire de M1 que j'avais fait sur les représentations des femmes dites orientales dans l'art occidental, donc dans l'orientalisme et l'art colonial. Et là, cette année, je fais sur la décolonisation des arts et de la culture, c'est la thématique. Et du coup, ça me fait trop plaisir de voir... qu'il y a des films dans ces thématiques faits par des gens concernés et tout. Pour rebondir sur ce truc de États-Unis et France, je me rappelle qu'un de mes profs, quand je présentais mon mémoire l'année dernière, m'a conseillé si je voulais poursuivre des études en doctorat, de quitter la France. Parce que je me suis dit, bon, peut-être... en y pensant, je me dis que peut-être parler de colonialisme ou encore moins de décolonisation en France, et peut-être pour en parler, il faut déjà arrêter de la faire. Et on n'est pas encore là. Ils sont pas prêts. Et en même temps, quand tu as parlé que les choses soient faites par les personnes concernées, en fait, il y a aussi cette... quand c'est fait par des personnes concernées, mais que... Moi, ça fait 2 ans que je suis en France. Avant, j'étais au Maroc. J'ai vécu toute ma vie là-bas. Et j'ai vu en fait que les artistes, vu que inconsciemment ou inconsciemment, reproduisent cette exotisation et cet orientalisme dont ils sont victimes, vu que déjà ils dépendent du milieu financier, culturel européen et français en particulier. Et tellement en fait ces clichés sont ancrés dans nos imaginaires que tu commences à te regarder à travers les yeux de l'autre. Et c'est pour ça en fait qu'il y a aussi cette auto-exotisation et auto-orientalisme. Donc au final, même si des fois ces créations sont faites par des personnes concernées, elles ne font que reproduire ce discours-là. Et parce que aussi, ces créations ont un grand lectorat. Par exemple,
les livres des femmes musulmanes qui parlent de la soumission dans l'islam, de comment elles sont victimes de ces barbares, de ce patriarcat exceptionnel qui existe dans cette partie du monde. En fait, elle rencontre un grand lectorat parce que ça réconforte l'Occident dans son discours colonial. C'est plus une remarque aussi. Et je te rejoins tout à fait, tu as raison, je trouve, sur cette question. Parfois, moi-même, c'est mon cas en fait, j'ai écrit en étant une personne concernée, mais je pensais être très original et tout, et on m'a fait remarquer à plusieurs reprises que mon mode de représentation de certaines femmes antillaises était cliché. Donc, le problème de ça, c'est qu'effectivement, vu qu'ayant grandi dans un pays colonisé, on a une image aussi qui nous est un peu imposée depuis des siècles et des siècles, donc forcément, on a tous un travail de déconstruction à faire, quoi qu'il arrive. Mais ce sera déjà un moindre mal, si ce sont les personnes concernées elles-mêmes qui le font. Et après, effectivement, je trouve que si on pouvait tous bénéficier de cours de déconstruction à un moment donné, ce serait incroyable, quoi. À l'école, à la fac, ce serait vraiment très utile. Et une dernière chose que je voulais dire, effectivement, je pense que c'est malgré tout une phase. C'est-à-dire que si on donne la parole aux personnes concernées, il y a ce temps où on est encore imbibé, empreint de la vision dans laquelle on s'est nous-mêmes construit. Et après, petit à petit, le paradigme il change en fait, parce qu'on te donne la main, on te donne le stylo, non vas-y écris. Donc petit à petit, les vraies choses ont commencé à sortir, à monter, et je pense qu'il nous faut cette étape de transition. Elle n'est pas parfaite, elle est un peu bancale, mais en tout cas, ça y est, on accède. Et là, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a toute une génération qui prend les rênes en fait, qui prend les rênes. Oui. C'est une super transition. Moi, je suis dans une école publique et des amis ici aussi. Et justement, je voulais parler parce que tu parlais des écoles privées. Et en fait, nous, dans le public, on n'a pas de marge de manœuvre parce que en fait, nos profs sont nommés par le rectorat, etc. Du coup, en fait, on ne peut rien dire du tout. Et quoi qu'on essaye de faire, la carte de l'universalisme est brandie constamment. Et du coup, on est censuré à chaque fois qu'on essaye de faire un truc qui n'est pas grave à ça. Et oui, et cette année, on a eu des nouveaux profs qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont vraiment beaucoup plus sensibles à ces questions-là et qui forcent un peu les vieux profs qui sont là depuis longtemps et qui vont rester jusqu'à ce qu'ils partent en retraite. Ça, ils vont jamais bouger. Et voilà, donc en soi, nous, on peut pas dire grand-chose, mais petit à petit, on essaye d'effriter les choses. Voilà. Ça me dérange pas, ça me dérange pas. Tu voulais dire quelque chose, Valentine ? Ouais, attends. Franchement, j'ai ce souvenir aussi quand on était à l'école, et encore c'était une école privée, mais quand on avait des demandes, on avait beau se mobiliser et faire des véritables syndicats étudiants et des réunions hyper organisées, des sondages, des tableaux, enfin vraiment le taf qu'on fournissait pour faire nos demandes. Et ça n'a jamais été entendu en 4 ans. Et pourtant, c'est une bonne école, il y a beaucoup de fonds, mais je pense que les écoles sont pas prêtes, clairement. Vous êtes allé jusqu'au boycott de cours ou pas? Non. Parce que je repense à l'histoire qu'il y a eu à l'MK, et où ils ont fait virer un prof en boycottant en fait les cours du prof. Ils ont dit ok, vous voulez pas le dégager, on vient plus à ces cours. Et il me semble également que dans les écoles publiques, vous pouvez quand même demander à avoir des intervenants extérieurs. Vous pouvez avoir, en plus de vos professeurs, des interventions de professionnels notamment. En fait, ils brandissent la menace de bourse parce que du coup, on est dans des écoles publiques et on n'a pas d'argent, on ne peut pas payer une école privée. Et donc, du coup, si on est absent, si on a plus de 3 absences, ils nous retirent nos bourses et on est obligé de rembourser toutes les bourses qu'on a depuis. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois qu'on a une absence, on est convoqué chez la CPE et on se fait engueuler pendant 15 minutes sur le fait que, du coup, on est respectueux envers l'État qui nous donne de l'argent pour qu'on puisse faire les études. Ils sont dans une démarche assumée, comme ça, ouverte de culpabilisation de leurs élèves. Elle va bientôt partir, dans 6 mois, elle est à la... c'est la CPE qui va partir, mais en l'occurrence, mes profs vont pas partir. Je sais pas quelle est votre école, mais je vais juste dire un truc, c'est que faut pas oublier que c'est un peu un luxe, je pense, de se mettre en porte-à-faux par rapport à une école, et que voilà, tout le monde ne peut pas se le permettre financièrement ou pédagogiquement. Voilà, les étudiants sont quand même les dindons de la farce dans l'histoire, donc si on peut au moins...
Et, moi aussi, il y a longtemps, j'étais dans une école publique. Et le problème principalement aussi de ces écoles, c'est qu'elles sont très sclérosées par leur côté très scolaire. On a un planning, vous êtes au collège ou au lycée, vous avez un emploi du temps, il n'y a rien qui peut bouger. Donc, ou si c'est un intervenant, c'est quelqu'un qui est venu tout le temps, tous les ans, ce qui est un peu dommage. Mais parce que moi, je peux voir, en tant qu'homme hétéro cis blanc, je suis quand même heureux de voir les promotions en fait se devenir de plus en plus diversifiées. Je vois vraiment de plus en plus de femmes, et même autres que des hommes blancs, en fait, comme moi, et surtout aussi des intervenants et intervenantes dans des, on va dire, des positions, dans des postes, on va dire, à haut niveau, qui commencent à intervenir petit à petit en cours, quoi. Donc il y a petit à petit un changement, un shift, j'allais dire, mais c'est encore trop long. Et le problème, j'ai eu tellement d'intervenants de femmes qui nous ont dit que c'était compliqué en tant que femme de travailler. Bon, là, je dévie un petit peu le sujet, mais qui devaient souvent en fait se battre pour montrer qu'elles étaient aussi fortes, voire plus que des hommes, parce qu'à chaque fois il y a un argument de c'est pas mal pour une personne comme toi, ou c'est un peu. Donc bon, l'espoir est permis, mais c'est un peu lent, quoi. Et sinon, j'avais une question pour Guillaume. Tu avais parlé tout à l'heure au début, quand tu as présenté ton projet, les producteurs étaient plutôt enthousiastes parce qu'il y a un côté, c'est l'exotisme, c'est cool, on va aux Antilles et tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait face à ça, face au côté, je suis désolé par rapport à ce que je veux dire, mais le côté séduisant en fait de l'exotisme en fait, que vont ressentir ces gens? Mentir. Tu dis oui, bien sûr, oui. Et après, bon, quand même, il y a une réalité dans mon film, c'est qu'on va dans la forêt, et c'est la forêt tropicale, c'est les grands arbres. Après, je peux pas non plus transformer mon île pour pas que ce soit exotisant. Ça va l'être. Pour moi, les falaises d'Étretat, c'est extrêmement exotisant. C'est exotique pour moi. Je fais genre, oh là là, vraiment, un chalet là, suisse, enfin un chalet là ici, je suis genre, oh, mais c'est fou, c'est génial. C'est complètement exotique pour moi. Mais du coup, là où je voyais où ils voulaient en venir, et ça s'est vu lors de la promotion du film, lorsqu'il est sorti en salle avec le programme, où ils ont édité des poignées de porte d'hôtel pour dire ne pas entrer, ne pas rentrer, ne pas déranger. Ils ont mis le tissu madras antillais, qui est vraiment très touristique. Et on a eu un débat là-dessus, je leur ai dit, pas de tissu madras, s'il vous plaît. Et ils ont dit, mais il y en a dans le film. Je fais, oui, mais dans le film, c'est vraiment c'est une tenue spéciale qu'elle porte pour les touristes, justement. Donc c'est vraiment, voilà. Et du coup, et donc on a eu cette conversation-là, et en fait, je leur ai dit, oui, ce sera exotique. De toute façon, tu vas pas empêcher de voir les gens ce qu'ils veulent voir dans ton film. Par contre, en contrepartie, ce que j'ai fait, c'est m'assurer que les vrais bails soient respectés, que les vraies choses auxquelles je tienne soient présentes. Et que les personnes à qui je m'adresse, qui sont tout le monde, mais il y a forcément certaines personnes en particulier à qui ça va parler plus, du coup, je les respecte. Et je fais en sorte que le message passe. Et l'un des plus beaux retours que j'ai eu sur le film, c'était une dame qui m'a dit, ouais, bon, Soukounian, c'est pas ça. Tu t'arrives complètement à côté de la plage, je sais pas ce que tu as entendu parler de ça, mais c'est pas ça. Par contre, merci de nous avoir respectés. Elle me dit, je me suis senti complètement représenté. Et là, ça m'a fait un bien fou, parce que je m'en rendais pas compte, pour être honnête, je ne me rendais pas compte de la force de la représentation. Je m'en rendais absolument pas compte. Parce que finalement, on a tous l'habitude de s'identifier à des personnages qu'on voit au cinéma depuis des siècles et des siècles, enfin, j'exagère, mais... Et du coup, on a l'habitude de s'identifier à eux. Mais quand j'ai compris que lorsque tu parles d'un sujet assez précis et qu'une personne est concernée par ce sujet et que ça lui fait du bien que ça soit dit, montré, vu, et qu'en fait elle se sent du coup exister parce qu'il y a un retour, il y a je te vois, en fait, je t'entends, je te comprends, je te crois, je te connais, je te reconnais, c'est hyper fort. Et parce qu'à partir de là, c'est Tricia Ellie qui est la chanteuse du film, son père l'emmenait voir que des films de noirs au cinéma. Et papa dit, mais papa, pourquoi avoir que des films de noirs? Et il dit, parce que ma fille, il faut que tu vois que nous sommes très bien nous aussi, quoi. Et on est des personnes fortes. Et du coup, des Denzel Washington et consorts, tout ça, les Whoopi Goldberg et compagnie, on peut parler de ces représentations qui sont très justement stéréotypées, la noire drôle, etc., machin, grande gueule et tout. Mais malgré tout, ça a fait du bien. Et donc je pense que l'exotisation a été le prix à payer pour pouvoir quand même faire passer d'autres choses. Et c'est pour ça que moi je suis dans une situation un peu particulière quand même, c'est que je pense que je suis entre les deux avec Véni.
le prochain film, je vais essayer d'être un peu plus franc de collier, mais avec celui-ci, je suis vraiment entre les deux, où j'ai montré patte blanche. J'ai fait en sorte que mon film puisse exister. Et j'ai été prêt à céder sur certaines choses qui étaient qui étaient importantes, parce qu'elle parlait vraiment de la culture antillaise. Mais je l'ai fait en respectant en fait l'oiseau. Il existe aussi dans une interprétation de la créature. Donc je suis allé chercher partout dans la culture pour essayer de rester le plus près possible de la réalité. Mais après j'ai adapté. Et puis il y a la co-scénariste qui a dit « Mais attends, maintenant tu regardes un film sur le petit chaperon rouge, elle a des bottes, elle conduit une moto, et puis les nains c'est... je sais pas, on peut se permettre d'interpréter les contes et légendes, quoi. Je fais, oui, nous, on n'est pas encore là. C'est le premier film guadeloupéen d'animation qui sort sur un conte légende et tout, donc ça aurait été bien de le respecter à fond. Mais au moins, voilà, on a pu aborder le sujet. Et je vais finir juste sur une chose, il y a une universitaire à Lyon qui s'est emparée du film pour pouvoir parler justement de la représentation et de l'adaptation et comment on s'approprie une culture. Donc elle parlait vraiment d'appropriation culturelle, elle est martiniquaise. Et elle trouvait ça intéressant de voir que des Antillais s'auto-approprient leur propre culture, etc. Et puis on a eu un gros clash. J'ai dit, mais moi je voulais pas faire ça. Mais elle me dit, elle trouvait ça génial et tout. Enfin, c'est quand même, il se passe énormément de choses. Et ce côté d'exotisation, ben, tu peux pas y échapper. Tu peux pas y échapper. Parce que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui va dire, oh, qu'est-ce qu'elles sont belles les femmes noires dans ton film, quoi. Ben, en fait, le France Télévisions, on les a eus, malheureusement, parce que le gars est tombé fou amoureux de la Tati. Il m'a dit, ah mais si elle existait en vrai, ce serait génial et tout. J'en regarde les gens. Et en fait, il y a une chose assez drôle, c'est que c'est moi qui ai fait la voix dans l'animatique, et il me fait, elle a une voix incroyable. Eh ben comme quoi. Et je lui dis, bon ben merci, ça fait plaisir, mon numéro c'est là. C'est vraiment ça, ils se rendent pas compte à quel point ils projettent des choses. Et moi, honnêtement, j'avoue, j'ai utilisé ça. Je me dis, bon, bah, ah, tu la kiffes, bah, tant mieux, vas-y, donne des sous, on fait le film du coup. Et ça n'a pas loupé, ils ont dit, vas-y, on se lance avec vous. Et c'est vraiment l'animatique, encore une fois, où ça a chopé. Autant le scénario, il y a des mots qui peuvent faire très peur. Et quand tu mets le ton, quand ils voient l'énergie que tu vas mettre et comment tu vas en parler, ben, là, ils ont été rassurés. Après, Vanille, c'est un film pour enfants, c'est un film famille, c'est vraiment un film commercial, c'est un produit que j'utilise pour faire passer des choses, mais sinon, à la base, c'est quand même un produit qui rentre dans une case. Contrairement à un court-métrage d'auteuriste qui est plutôt... où on va vraiment essayer d'aller justement titiller la petite bête, gratter là où ça fait mal, et avec toujours en faisant attention, mais voilà, il y a quand même 2 poids 2 mesures. Mais pour revenir à ce que tu disais au début, où il faut leur mentir, j'ai envie de dire, mais oui, à 200%. Moi, je suis en prod, et vraiment, si on veut faire passer des trucs auprès... plus des diffuseurs, parce que souvent c'est vraiment eux qui mettent les bâtons, enfin vraiment les bâtons dans les roues, qui ne veulent pas nous laisser bosser en paix. Si vous voulez faire passer des idées, des personnages, des représentations, ou même si vous voulez embaucher des collègues qui vous savez peuvent avoir un impact sur votre prod, il faut le faire en Tsum Tsum, en scred. Faut pas demander l'avis à chaque fois, l'autorisation, avancez autant que vous pouvez de votre côté. Et puis si on vous fait une remarque à ce moment-là, oh non, j'avais pas vu. Et vraiment, jouez les naïfs, parce que bah, moi, pour y aller justement de manière un peu franco dans le milieu, les gens ils se braquent super vite. On est quand même un milieu d'artistes où même les producteurs et les diffuseurs ont des égos très fragiles. Et où vraiment, si on y va un peu frontalement, ils peuvent vraiment aller bouder. Mais genre, j'ai littéralement vraiment vu des diffuseurs aller bouder. C'est très étrange. Et il faut vraiment y aller, planquer un peu ce qu'on veut faire avancer. Et attendre d'avoir, en fait, souvent aussi sur nos prods, d'avoir le financement. On dit oui, on lit, c'est tout, tant que le financement n'est pas là, puis boum, ça y est, dès que c'est tombé, allez-y. C'est pour refaire un lien avec les États-Unis, c'est ce qu'a fait Rebecca Sugar sur Steven Universe. La première saison, Cartoon Network a dit oui, on essaye, on teste, puis quand ils ont dit ok, banco, on ouvre feu vert pour 3 nouvelles saisons, elle a dit ok, make it gayer. Mais genre vraiment, balancer des arcs-en-ciel dans tous les sens, il n'y aura pas un perso hétéro dans cette série. Et vraiment, en fait, il faut se sécuriser, il faut sécuriser sa place avant en fait, de tout balancer. Et même une fois que c'est sécurisé, faut pas demander l'autorisation quoi, à chaque fois. Faut y aller sur ces projets. Parce que si on demande l'autorisation, on perd du temps, on n'avance pas. Moi j'ai regretté sur les culottés, sur l'épisode sur la transidentité, en fait j'aurais dû juste aller consulter des personnes concernées directement sans demander avant aux producteuristes. On aurait dû changer les dialogues. Je suis sûr que France Télé, on l'aurait même pas vu en plus en scred. On l'a fait sur Foot de rue, sur des dialogues qui étaient stéréotypés. D'ailleurs,
coucou France Télé, si tu me regardes, désolé, la série est déjà sortie, on a changé des dialogues. Parce qu'il y avait des dialogues stéréotypés écrits par des vieux mecs, et on l'a pas dit, parce qu'on savait que ça fait des intermédiaires en plus, ça fait du temps perdu en plus, et qu'au final, ils vont pas le voir. Souvent aussi, les diffuseurs, ils font pas mal de retours pour dire, regardez, je suis impliqué, moi aussi, je participe, et du coup, je valide, mais l'argent que je vous donne et le retour que je vous fais paraît plus juste, plus légitime, parce que je vous fais des retours et des demandes de retake, entre autres. Donc non, allez-y vraiment pas en le voyant, pas en lissant au début, mais en le faisant en marche de côté, quoi. Mais est-ce que c'est juste normal? Est-ce que c'est pas... Parce que c'est vrai qu'il y a quand même la peur des représailles, et enfin, je trouve qu'il n'y a pas tous les groupes de personnes effectivement qui peuvent se dire enfin, c'est France Télévisions, quoi, tu vois, il y a quand même, c'est assez impressionnant, on est dans le monde de l'animation, donc je sais pas trop quoi faire par rapport à ça, à part si on est une Rebecca Sugar et qu'on a déjà une série, qu'on a déjà une saison de série qui est diffusée, qui est produite, et tu te dis, bon, bah, il y a 3 saisons, bah allez, vas-y, c'est bon, de toute façon, là, je suis installé, et puis j'ai ma base de fans et tout ça. Là, je pense que c'est un peu plus possible, mais lorsqu'on est une personne racisée qui commence dans l'animation, qui a déjà ses propres projets, je pense que tu es déjà assez content que ta série elle soit prise, ou LGBT ou n'importe quoi, que ta série soit prise, et donc tu te dis, bon, je vais faire un petit peu ce qu'ils me demandent, et si jamais là j'ai 3 saisons, je peux y aller, quoi. Et surtout qu'il y a une chose qui se passe, c'est qu'une fois que tu les rencontres et que tu le vois un peu, en fait, que tu dis oui, mais que tu fais quand même tes affaires, en fait, tu leur permets à eux d'accéder à ce que tu voulais vraiment dire, et ils se rendent compte, en fait, qu'ils n'avaient pas perçu, en fait, tout ce que tu voulais dire. Parce qu'ils avaient eux-mêmes des écrans, en fait. Ils se disaient, c'est pas possible que ce soit bien, parce que c'est pas comme moi j'aurais fait. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de mentir pour mentir, c'est qu'en fait, c'est que clairement, il y a un problème de communication, parce qu'on n'utilise pas déjà le même vocabulaire. Et ensuite, une fois qu'on passe la première étape, là, quand tu es sincère et que tu es authentique et que tu mets des choses qui te tiennent à cœur dans ton film, là, ils les voient. Et là, ils sont touchés par ces trucs-là. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dit que ce qui est génial avec France Télévisions, pour le coup, c'est qu'ils ont soutenu le film avec une ferveur qui m'a surpris. Et j'ai vraiment senti la bascule entre on n'est pas sûr à on fonce. Et ce qui a permis aussi de les séduire, c'est on a fait un pitch à Cartoon Forum, et là, j'ai chanté en créole. Et ils ont fait « Ah ouais, mais en fait, c'est vachement beau. » Comment ça, c'est bien sûr en fait. Et c'est plutôt pas en fait, genre on savait pas, mais plutôt on se rend mieux compte de ce que tu veux faire. Parce que sur le scénario, ce qu'ils voient, c'est une personne noire qui est dans un pays où il y a que des noirs, qui fait des choses avec des noirs, mais le blanc, il n'y en a pas, ok, ça se voit pas, mais il n'est pas là au début. Du coup, on l'a fait revenir à la fin, pour rassurer. C'est vrai, je suis obligé de le dire, le papa, il revient à la fin, ça rassure. C'est genre, ah ouf, il n'est pas complètement exclu. Et moi, c'est pas mon but, j'ai un papa blanc. Donc de toute façon, je sais très bien ce que c'est que tous ces combats et où se placer. Mais du coup, l'idée c'était vraiment de les inviter dans ton univers. Et pour ça, bah, tu dois laisser leur univers rentrer dans le tien d'abord. Rentrer, une fois à l'intérieur, bah, tu ouvres plus et tu montres plus, quoi. Et c'est vrai que c'est souvent cette... Enfin, je trouve justement cette première étape qui est hyper compliquée. Elle est difficile, c'est sûr. À passer enfin, ces personnes-là, enfin, je pense beaucoup encore à des films américains malheureusement, mais Spider-Verse par exemple, moi qui a été une énorme claque. Et lorsque tu parles d'identification, moi j'ai toujours identifié à Peter Parker. Mais là, lorsque j'ai eu Miles Morales, je me suis dit, mais ok, c'est moi en fait. Et là, t'as un truc hyper puissant. Et t'as plein de personnes qui se disent, bah, un Spider-Man noir, finalement, bon, allez, vas-y, je vais le voir parce que ça a l'air beau. Et qui se mettent à pleurer à la fin du film. Et tu te dis, bah, en fait, voilà, ça t'a touché parce que ça raconte un truc universel. Et je trouve que l'universalisme, c'est peut-être ça aussi Enfin, c'est peut-être sur cette notion qu'il faut travailler dans les studios ou chez les producteurs en disant, bah, l'universalisme, justement, ça peut être toutes les histoires. Enfin, peuvent te toucher parce que c'est un truc universel chez tout le monde. C'est exactement, ça veut pas dire effacer ton vécu, parce que souvent l'universalisme républicain, c'est au profit en fait du groupe dominant qui est la population européenne blanche. Donc tu peux te dire que en fait tous les récits sont universels. À partir de là, quand tu as ce type d'éducation en fait envers les producteurs et les studios, là peut-être que ça peut passer. Mais il y a une certaine hypocrisie parce que ces diffuseurs-là vont acheter des films japonais ou chinois et ils vont dire tu vois, la palme d'or, elle revient à qui en général? Pas aux Français. Oui, bah ouais. Au coréen, au japonais. Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une reconnaissance du fait que toutes les histoires touchent tout le monde, mais quand il s'agit de créer un produit qui va ramener de l'argent, il y a la peur de ne pas faire assez d'argent. Tu dois filer? Non, je sais pas. Ah oui.
Et sinon, bah ouais, si vous êtes jeune en studio mais que vous avez des projets à porter, bah, Valentine, elle a eu super bon réflexe sur son court-métrage. En fait, c'est entourez-vous des bonnes personnes, de base, et allez les chercher. Hein, attendez pas qu'on vous propose, encore une fois, mon poste de chargé de prod, c'est moi qui gère le recrutement, mais mes chefs de poste, ma chef anime, je vais lui dire tu veux qui? Vas-y, tu veux que j'aille embaucher des meufs, tu préfères Vraiment, je lui dis, tu veux qui comme profil, avec qui t'es plus à l'aise pour bosser, avec qui on va faire le meilleur boulot. Allez demander, hein, attendez pas qu'on vous propose des gens, faites-vous votre propre réseau. C'est super important ça. Parce que sinon, c'est idiot, mais les boys clubs en France, ils sont encore très présents. Vu qu'au chef de poste, chef board, chef anime, tout ça, c'est encore majoritairement des mecs blancs, parce qu'historiquement, l'anime, c'était un milieu de mecs blancs pendant très longtemps. Ils vont se recommander entre eux. Ça veut pas dire que ce sont d'immondes mecs misogynes ou quoi. Ça veut juste dire ils ont un cercle de proches qui en plus mélange dans l'anime professionnel, perso un peu. Ils vont se recommander entre copains, ce qui est logique. Mais ça veut dire que nous, on a du mal, et en tant que personnes minorisées, et en tant que personnes qui ont d'autres expériences, on a du mal à rentrer parce que justement, ils restent un peu entre eux. Ils ont du mal à sortir de leur cercle, leur petit cercle, leur petite bulle. Donc, dès qu'en fait on peut mettre un pied dedans, mais il faut mettre un pied dans la porte, mais il faut tenir la porte pour tous les copains qu'il y a derrière pour leur permettre de rentrer aussi. C'est un peu. Et c'est pour ça que Valentine, je trouve que tu as eu de super réflexe sur ton court-métrage de dire non, mais regardez, moi je veux ces personnes pour m'aider à le faire parce que justement je sais que sinon ce sera pas bien fait. Et sinon, quand on parle de Spider-Verse, quelque chose que pour moi qui m'a beaucoup touché, c'est le fait que ça raconte les vies des gens, mais ça explique pas les vies non plus, en fait. Et il n'y avait pas un côté où c'est genre, il faut qu'on explique ces vies, pourquoi ils font ça, pourquoi ils écoutent ça, tout ça. C'est juste, c'est une partie de l'histoire normale. Et quelque chose que j'aime beaucoup avec ton court-métrage, Valentine, c'est le fait que tu racontes une histoire, mais tu n'expliques pas une histoire non plus. Et que ce soit les actions des gens concernés dans le film, la famille à la fin, qu'il n'y a pas un moment où il dit alors c'est ça l'activisme, ah c'est ça le truc, ah c'est ça la famille. En fait, c'est les vies des personnages que j'aime beaucoup. Et je sais pas pour toi si c'était assez important ou pas de juste montrer les gens au lieu d'expliquer leur vie, ou justifier même leur vie. Je crois que je m'en suis pas rendu compte en le faisant, mais maintenant que tu le dis, je pense que ça retrouve un peu ce qu'on disait sur d'être coincé dans un rôle d'éducateur et d'être coincé dans un rôle de se justifier. En fait, c'est comme si on avait déjà perdu dans ce rôle-là, et que du coup, j'ai vraiment envie d'encourager les gens à être, quand elles le peuvent bien sûr, mais plus radicales dans ce qu'elles veulent faire, dans les récits qu'elles veulent proposer, pour qu'on puisse exister en tant que sujet et pas en tant qu'objet, pas en tant que personnage secondaire, meilleur ami racisé, etc. Mais vraiment montrer qu'on a une excellence à montrer, nous aussi, on est là. Et voilà. Et puis comme on sait qu'à côté, faut bien manger parce qu'on est intermittent et que la majeure partie des séries sont pas forcément ouf, une fois que vous êtes en studio, sans forcément être le plus vénère du monde, si vous voyez des trucs gênants, vous avez le droit d'en parler. Moi, je prenais l'exemple du studio pour qui je travaille, c'est parce qu'ils sont tous mis, qu'ils ont vu un truc transphobe et qu'ils l'ont fait remonter. Donc vous pouvez le faire. Bon, après, si vous devez bosser sur des séries qui sont fondamentalement racistes, j'en ai trop qui me viennent en tête. Je vais pas les citer, j'en ai trop qui me viennent en tête. Oui, peut-être choisissez, si vous pouvez choisir les studios et les prods pour lesquels vous pouvez bosser. Bon, si vous êtes jeune diplômé et que vous sortez d'école, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de faire la fine bouche. Sinon, une fois que vous aurez peut-être s'il y a des juniors parmi vous, même si j'aime pas le terme, mais une fois que vous aurez un peu plus de bagage d'expérience, vous avez le droit de faire la fine bouche aussi sur vos prods. Et vous avez le droit justement même d'aller proposer d'autres projets, d'autres sujets, et rester en France. Partez pas tous aux États-Unis, s'il vous plaît. C'est pas facile, mais restez avec nous. Guillaume, restez avec nous. En parlant de films et de séries racistes, allez, balance. Sors le popcorn. J'ai rejoint dernièrement, il y a 2 mois, l'équipe NIO Distribution. Donc je travaille dans la distribution de films. Et on avait un film que Décolonisant les arts, on distribuait un film que Décolonisant les arts en repris, dans votre page.
c'est Les Songes de l'Homme. Ah, oui, ça, je l'ai pas vu. Très problématique comme film. Et en fait, quand j'ai discuté avec ma boss de mes thématiques de recherche et tout, elle m'a tout de suite dit si tu veux bien voir ce film et tout, et me dire ce que tu en penses. Et je sais pas qui c'est en fait, mais la personne qui a fait rentrer le film dans notre chaîne YouTube a écrit un titre sur le film. Le film s'appelle Les Songes de l'Homme. Et elle a écrit une petite description, voyager sans quitter la maison. Mais c'était très problématique parce que c'est pas du tout voyager sans quitter la maison. C'est un film qui discute plus les vols des créations artistiques pendant la colonisation. Du coup, c'était mon apport à ce niveau-là. J'ai dit, déjà, le titre de la vidéo YouTube, ça va pas du tout. Et j'ai dit un peu ce que j'en pensais, mais on continue quand même à le distribuer. C'est pas quelque chose que je peux changer à mon niveau, quoi. Mais voilà. Mais oui, mais c'est pas facile, hein, parce que tout est très bien installé. Et puis, encore une fois, c'est l'argent, en fait. On se regarde bien, ce qui bloque, c'est le fait que les gens ont peur de perdre de l'argent, alors qu'en fait, ils pourraient en faire beaucoup plus. Mais bon, ça va venir. Et grâce au travail de toutes les personnes ici présentes, je pense que ça va venir. Il y a un exemple sur un court-métrage d'un stagiaire qui est parti parce qu'il était contre le sujet du film. Et ça a fait réfléchir la réalisatrice, pour le coup. Pas au point de changer le film, on est d'accord, mais ça a créé un vrai tollé. Et je sais pas, j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais il me semble que ce départ a créé un début de conversation, qui est pour moi un très bon débat. Si on commence à en parler, si la personne qui a causé le tort commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas, c'est le début de la déconstruction, en fait. Donc je trouve ça quand même, en fonction de ce qui est possible, hein, ne pas vous mettre en porte-à-faux ou quoi, mais tant que s'exprimer se peut, faites-le, quoi. Et ça ne mange pas de pain de donner votre avis. Après, à vous de voir si c'est tolérable ou pas. Le stagiaire préférait partir carrément. Je pense qu'il y avait sûrement d'autres raisons et ça a été l'élément qui l'a fait partir. Peut-être que tu en sais plus. Pas spécialement, mais en fait j'allais parler de Marie Da Silva, si vous connaissez peut-être, qui est une militante afroféministe qui se spécialise dans le coaching des personnes racisées. Et en fait, elle a une règle, alors je sais plus c'est quoi l'intitulé, mais c'est un peu une règle des 30 secondes. 5 c'est vraiment rapide. Je crois que c'est 30 secondes par jour. Mais c'est un peu une règle de 30 secondes par jour de pédagogie. Et en fait, je pense qu'elle est trop forte parce que dans cette idée que, encore une fois, ne pas être coincé dans cette justification, je pense que parfois, effectivement, partir ou refuser et laisser les gens se démerder pour trouver où était leur erreur, ça permet de resituer chaque personne. En fait, c'est toi qui as fait cette chose problématique, je me dois pas de te l'expliquer, juste je refuse de la faire. Et je pense que c'est ça qui était assez efficace et cool de la part de cette personne qui a pu du coup se retirer du projet. Et je voulais aussi ajouter que sur une prod récente, en fait j'étais sur un projet de série qui se veut féministe, mais qui en vérité était réalisé par une femme, mais qui a une vision très trans-exclusionary TERF en fait, du féminisme. Et la plupart des storyboards étaient faits par un homme cis-hétéro. Et heureusement qu'on était une équipe de techniciennes assez mobilisées pour faire changer les choses. Mais c'était parfois beaucoup de charge mentale d'avoir ce rôle-là alors qu'on n'était que techniciens. Et je pense que honnêtement je me suis grillée. Mais en fait, ce que j'ai observé, c'est que toutes les fois où on mettait des efforts pour expliquer, c'était très fatigant. Mais quand on le faisait, ils se rendaient bien compte que c'était mieux ce qu'on proposait. Donc ils étaient bien obligés de laisser passer. Mais il y a eu une fois où vraiment c'était assez critique. Et c'était une mise en scène hyper problématique, d'associer la diversité avec des parades de freaks, des centaures, des géants.
Et alors que le propos, c'était de parler de représentation. Et du coup, j'ai refusé de faire ce plan. Et finalement, c'est un stagiaire qui l'a récupéré. Et alors, ce qui a été incroyable, c'est que ce stagiaire a osé expliquer tout ce qui n'allait pas. Et je pense que c'était une bonne distribution parce que lui était un peu moins concerné, mais a vraiment pris le temps de tout expliquer. Du coup, encore une fois, si vous êtes moins concerné par une problématique, surtout vous, n'hésitez pas en fait à l'ouvrir parce que le coût mental est beaucoup moindre pour vous. Et ça a été génial parce qu'après, il y a plein de personnes blanches qui ont mis des likes et qui ont dit ah, en fait, je suis d'accord et je préfère écouter les personnes concernées. Et c'est cet effet de groupe et cette distribution de la pédagogie qui a fait que ça aboutit. Même si, voilà, encore une fois, les angry minority, on les écoute un peu moins. Mais je pense qu'une fois qu'on est conscient de ça, on peut répartir cette charge pour avancer. Et je dirais aussi aux producteurs, si vous nous entendez, de reconnaître en fait ces moments où ça ne va pas, où la formation remonte. Je trouve ça bien du coup de prendre conscience de ça. Et si certaines personnes deviennent consultantes malgré elles, en fait, de marquer le coup avec, en les payant par exemple. Parce que du coup, ce sont des gens qui vont améliorer le produit et faire en sorte qu'après, vous en bénéficierez encore plus. Donc c'est hyper important. Je sais que nous, on ne peut pas leur dire « paye-moi, sinon je te dis rien ». Mais quand même, ce serait bien que les producteurs en formation, parce qu'il y en a aussi, il y a plein de jeunes qui apprennent le métier, c'est un peu aussi à vous maintenant d'être au courant de tous ces sujets. Parce que vous voulez produire des films, les films c'est politique, ça parle de la vie entière. Et on peut rien exclure. Donc je pense qu'il y a un travail aussi du côté des producteurs et des apprentis producteurs. C'est très important. Et, je pense que c'est très fatigant d'être dans le studio. D'entendre si on note les jeux problématiques dans l'histoire, que c'est trop tard, il n'y a pas de temps, mais c'est trop, les chaînes, les hiérarchies, c'est trop lent pour vraiment changer les choses. Et pareil, quand on parlait plutôt de sensibility readers ou d'acteurs d'authenticité, que souvent ils en payent, mais vraiment l'équipe cherche pour la validation au lieu de vraiment les critiques. Et je pense que c'est très important qu'on normalise les besoins au niveau du temps ou de budget pour vraiment avoir l'espace pour les critiques, pour les changements et tout ça dans notre travail. Et c'est pas toujours possible si on est plus bas dans la hiérarchie, mais au minimum au niveau des discussions, c'est très important. Et parce que quand tu as dit, Valentine, juste avoir l'accord de toute l'équipe, c'est déjà très important. Il faut noter aussi que tous les producteurs n'auront pas la même marge de manœuvre. Je veux dire, déjà, on n'est pas très bien payés, ils ne veulent pas nous augmenter. Alors bon, la question de payer des consultants, consultantes, c'est encore autre chose. Mais il n'y aura pas les mêmes réactions dans un studio type TPE, PME, des petits studios de production qui vont faire typiquement des programmes plus indés et qui seront peut-être plus ouverts à ces questions alors même qu'ils ont moins de budget, alors que vous allez dans le top 5 français en termes d'heures produites, que ce soit 2D, 3D, que ce soit Xylam, Cyber ou autre, ils ont leur machine qui est bien rodée et c'est vrai que c'est peut-être plus difficile à mon sens de faire changer un petit peu les rouages de cette machine parce que justement, même s'ils ont le budget, ils marchent déjà très bien, pourquoi ils changeraient la recette? Donc mettez peut-être vos efforts, moi c'est ça, c'est un conseil que je donnerais, c'est choisissez où vos efforts seront valables et où ça vaut le coup de les mettre. Parce que vous épuisez pas chez des producteurs ou sur des productions où vous voyez que c'est de base peine perdue, à un moment il faut manger, il faut payer son loyer, il faut bosser sur des trucs. Alors, soutenez-vous les uns les autres dans les équipes, soutenez surtout les personnes minorisées et en minorité, puisque les deux vont souvent ensemble. Vous vous épuisez pas mentalement à vous battre chez des prods qui vous écouteront jamais. On peut se casser les dents dessus et finir en burn-out. C'est de soin aussi, quand même. Et puis, sinon, il me semble qu'on commence à en avoir fait un bon tour. On a filé quelques solutions sur comment amener le politique sans pour autant brusquer toute l'échelle de fabrication, l'échelle de production.
les solutions restant quand même faire groupe, hein, majoritairement. Faire groupe, s'entraider, se réseauter, se former, se déconstruire. Et ça que pour l'instant, il existe des formations du CNC qui est sur le harcèlement d'entreprise. Depuis 2 ans, elles sont obligatoires pour avoir les aides du CNC pour les permanents des studios d'animation. Donc les producteurs, mais donc pas les gens en contact avec les équipes même, mais bon, c'est un début. Et depuis peu, il existe aussi des formations de l'AFDAS sur le harcèlement. Alors c'est majoritairement violence sexiste. On ne parle pas encore de discrimination handi, on ne parle pas encore de racisme, on ne parle pas encore de LGBT-phobie. Mais il y a une faille typiquement là dans laquelle on peut carrément s'engouffrer en ce moment. C'est vraiment le moment où dire « regardez, il y a peut-être des trucs à développer ». Donc vraiment, faut en parler à nos producteurs. Eux, après, c'est idiot, hein, mais ils peuvent carrément faire leur pub dessus. Vu que c'est comme sur l'écologie, hein, c'est une question ça qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais en soi c'est du politique aussi. Les questions écolo, comme les questions des discriminations, les producteurs ont tout à fait conscience qu'ils peuvent surfer dessus pour leur réputation après, pour vendre leurs produits. Donc si on arrive à leur présenter en mode jolie vitrine, ça brille, il y a un beau ruban autour, ça présente bien, eux ils ont tout à y gagner. Donc c'est en fait la manière dont on va leur amener, la manière dont on va leur dire regarde, il y a ça, ça va pas te coûter plus cher, le produit sera mieux, tu auras moins d'emmerdes avec tes équipes, et derrière tout le monde sera content. Et lui, il ira plutôt se battre derrière après avec le diffuseur si on arrive à lui proposer ça et si lui il est convaincu. Votre producteur, de toute façon, ça va, bon, par exception à mon sens, mais ça va, moi qui suis un peu le cul entre deux chaises, entre le producteur et les équipes, c'est pas votre ennemi à proprement parler, mais c'est celui qui doit devenir le enemies to lovers, où vraiment il faut le convaincre, il faut le travailler au corps, et ça se fait à chaque échelle de fabrication, et le diffuseur après c'est à lui d'aller le voir et de le convaincre, parce que lui il est vraiment dans sa bulle, nous on le voit pas en studio, que ce soit en cours pour les festivals, pour les formats spéciaux comme Vanille, pour de la série ou du long, les diffuseurs ils sont à part. Typiquement le Cartoon Forum où on va vendre, et le Cartoon Movies où on va vendre le film, c'est des conventions pour les producteurs. On peut pas y aller nous en tant que créatrice et dire hey, j'ai un projet, regarde, c'est vachement bien. On n'y a pas accès. Donc c'est vraiment des échanges et des intermédiaires différents. Donc ça sert à rien d'aller typiquement taper chez France Télé pour leur dire que c'est des racistes. On pourrait, hein, ça leur ferait pas de mal, mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien du tout. Est-ce que vous vouliez encore ajouter des choses? Parce qu'il y a encore des questions dans le public. Voilà. Merci beaucoup. Bah ouais, merci. Coucou. Moi, je me demandais s'il existait des syndicats dans l'animation Syndiquez-vous pour parler de tous ces sujets-là et d'autres. T'es syndiqué, toi, Guillaume? Je ne suis pas syndiqué. Syndique-toi, Guillaume. Je vais me syndiquer. T'es syndiqué, Marcel? Je connais rien sur les syndicats en France, malheureusement. Oui, bon, t'as une excuse. Il faut dire que c'est un sacré bordel. On a des syndicats qui existent, qui sont pas très puissants parce qu'ils font partie en fait de Fédération Spectacle, donc de tout l'audiovisuel français et de la radio aussi. On a le SPIAC qui existe, qui dépend de la CGT, et le SNTPCT, c'est long à dire, mais qui en fait c'est des anciens du SPIAC qui montaient leur propre syndicat à côté. Et c'est les deux où il y a des gens en fait de l'animation qui travaillent, parce que les autres qui existent, par exemple la CFDT, il n'y a personne, il n'y a aucun technicien, artiste technicien dedans. Alors c'est des gens qui vont ensuite voter nos droits, hein, quand même, qui vont voter la convention collective, notamment tout ce qui est question de salaire, de temps de travail. Et derrière, c'est des gens qui ne bossent pas dans l'anime. Pareil, il y a la CNT qui existe, mais c'est un syndicat qui est majoritairement représenté par des gens qui sont chez MacGuff, qui est une énorme entreprise qui fonctionne à l'américaine et qui n'est pas finalement représentative de la très grosse majorité des studios français. Donc oui, les deux gros syndicats qui existent dans l'anime, c'est le SPIAC et le SNTPCT. Les deux étant utiles à leur échelle, le SPIAC à mon sens parce qu'il a toute l'expérience de la CGT et la Fédération Spectacle qui peut le soutenir, et le SNTPCT parce qu'ils sont peut-être un peu plus sur le terrain et un peu plus virulents parce que justement ils n'ont pas toute la CGT derrière à supporter, qu'il faut faire remonter toutes les infos. Donc oui, on a des syndicats et syndiquez-vous. Important de se syndiquer. Guillaume aussi. Promis. Et t'es syndiqué, Valentine, ou pas? Pas encore. Bientôt. Mais bon, on part tous aux États-Unis en mais fait. Non, mais bah non, oui. il faut pas. Ne produisez rien en France. Mais non,
Parce que tu crois qu'aux États-Unis ils vont produire des trucs sur les Antilles françaises? Tu serais surprise. Oh merde. Je vais juste dire un truc avant de te passer. Alors, je sais pas si vous connaissez Ouvrir la voie de Amandine Gay, qui est, voilà, je vous recommande vraiment ce film. Et en fait, il y a des personnes dans ce film qui parlent du fait qu'elles souhaitent quitter la France, mais c'est vraiment dans une idée de parfois, genre, s'accorder un peu de répit, c'est pas mal. Je voulais juste dire ça. C'est juste par rapport au syndicat, il y a le collectif Velma 3 qui avait fait une BD sur l'importance et en quoi c'est aussi important de se syndiquer et en quoi en fait ils sont là pour faire bouger un peu les lignes dans l'animation. Et aussi le fonctionnement en fait de comment fonctionnent plus ou moins les réunions intersyndicales pour voter les réformes de la convention collective. Donc c'est pas enseigné à l'école malheureusement, ou très très peu. Donc, je conseille, et c'est le SNT-PCT, c'est bien ça, qui dernièrement ont aussi fait un document en fait pour parler des conditions de travail des storyboarders, où il y a pas mal d'abus, c'est un peu un euphémisme, mais c'est un peu de l'exploitation par moment, et donc avec des propositions de réforme en fait de la convention collective par rapport à ça. Donc que vous soyez syndiqué ou non, c'est toujours important en fait d'avoir un œil sur ces choses-là, comme la convention collective. Voilà. Et c'est d'autant plus important que dites-vous bien que les patrons, eux, ils sont syndiqués. Ils ont un syndicat patronal qui s'appelle Anime France. Et je dis pas c'est Magouille et compagnie, mais il faut en sorte que ça marche bien pour eux. Donc si nous, on s'organise pas, eux, ils sont très organisés à leur échelle, et ça, même si c'est antagonisant, ce que je veux dire, mais ça va dans leur sens, pas dans le sens des travailleuses. Même si c'est pas, on parle pas des... On n'a pas des Bolloré dans le dessin animé, hein, on n'a pas des patrons à part 2 ou 3 très très grosses chaînes qui sont pétés de thunes, mais sinon c'est plutôt des patrons de PME et de TPE hein, globalement. Mais c'est quand même des gens qui vont d'abord les intérêts de leur entreprise, pas des travailleurs. Sinon il y a un paquet de boîtes qui auraient coulé déjà. Et elles se reconnaîtront. Je sais pas où elle est la caméra, elles se reconnaîtront. On va finir là-dessus, un petit mot positif pour terminer, Marcel. Donc, désolé. Ça, sauf que malgré qu'elle a monté certaines possibilités, il y a toujours les intervalles et des colonies en animation disponibles en attendant. Et par exemple pour nous, on a toujours notre compte Instagram et on a un groupe sur Facebook et Discord en mixité pour créer une communauté en sécurité, en vrai, pour discuter et partager entre nous. Et est-ce que les ressources sont disponibles aussi avec des intervalles? On a sur le site pas mal de ressources. Velma 2.3, dont parlait une personne du public, est à la base un groupe anonyme sur Facebook, et on a archivé récemment toutes leurs BD au cas où le groupe viendra disparaître, parce que bon, avec Facebook, on ne sait jamais. Donc Velma 2.3, vous pouvez les retrouver sur Facebook et sur les intervalles, et on fait aussi des meet-up. Alors pour le coup, nous pour l'instant, ils sont mixtes. Pour l'instant, on a décidé de faire ça mixte, possible que ça évolue. Et on fait des tables rondes, des rencontres comme celle-ci, et aussi pas mal de tutos pour rappeler notamment le droit du travail, que vous ne fassiez pas arnaquer par vos employeurs, parce que c'est quand même très 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 commun. Il ne faut pas oublier que dans l'animation, là je cite les derniers chiffres du CNC, on a plus de la moitié des gens qui travaillent dans l'animation qui ont moins de 35 ans. C'est une main d'œuvre très jeune, il ne faut pas l'oublier. Et c'est comme il y a de plus en plus d'écoles avec de plus en plus de formations, il y a beaucoup vraiment de jeunes sur le marché qui ont 0 formation politique. C'est pas du tout de votre faute, vous y pouvez rien, les écoles vous proposent aucun cours, et les écoles connaissent les entreprises d'animation. L'Eureka, typiquement le réseau des écoles de cinéma d'animation, ils sont poteaux avec les entreprises pour avoir des stagiaires et voilà. Donc les producteurs payent en fait, les producteurs payent une taxe aux écoles en fait, taxe d'apprentissage. Chaque boîte décide à quelle école il donne de l'argent en fait. Donc c'est pas énorme, mais quand même ça montre à quel point ils sont liés, quoi. Et ils se connaissent, et du coup les écoles elles ont tout intérêt à mettre leurs stagiaires dans les entreprises pour ensuite dire regardez, on a une insertion professionnelle vachement bien, et à pas trop regarder aux conditions de travail, de paiement et aux abus qu'il y a dans toutes ces boîtes. Donc je sais pas comment conclure là-dessus. Une dernière question peut-être. Ouais. Mais du coup ça ferait une conclusion triste, mais j'ai envie de dire qu'on nous apprend à être abusés à l'école en fait. Oui, depuis la maternelle. Hein. Oui, voilà. Globalement.
On Mais vit dans une société. On vit dans une société. Ah, c'est de la belle conclusion ça. Ah, merci Joker. Ah non, on va finir là-dessus. Non, mais du coup, c'est ça que sur les intervalles, on a pas mal de tutos là-dessus. D'ailleurs, la personne du public qui parlait des syndicats est une personne qui a fait plein de petites BD sur comment fonctionne Pôle emploi et qui sont super pratiques. Merci Antoine. Oui, mais quand même. Et typiquement, ce genre de BD, ce genre de tuto, ça marche, il y a une demande parce que c'est au point où les écoles nous disent qu'elles les utilisent elles-mêmes auprès de leurs élèves après coup. Donc c'est tout à fait utile, il y a un besoin et on va en faire plus. Nous, dans l'avenir, on en prépare là typiquement sur les différents statuts qui existent, intermittent, freelance et droit d'auteur. On en prépare aussi une sur les stages et les alternances pour que vous fassiez moins abusé autant que possible par les studios de production, qui eux-mêmes parfois sont pas au courant que c'est des abus. Vu que... Ah oui, non, mais il y a des pratiques assez ouf. Comme on a zéro formation, qu'en fait la plupart du temps on apprend sur le tas, on apprend nous-mêmes les abus au fur et à mesure. Très intéressant. Et du coup, il y a des choses en cours qui se font. Il faut se tenir un peu au courant. C'est vrai que ça demande un effort de se tenir au courant, de s'éduquer en dehors des studios, en dehors des écoles, via des colonisons, via les syndicats, via les intervalles, et puis même entre vous. Si vous n'avez pas le temps, l'énergie de vous mobiliser via des collectifs ou des syndicats, ça ne vous empêche pas de suivre et de vous éduquer par vous-même, par vos propres canaux et par vos propres réseaux. D'ailleurs, ce serait intéressant, je pense, qu'on refasse un truc en commun pour reproposer tout ce qui existe, majoritairement anglophone, mais sur toutes les questions raciales dans l'anime, parce qu'en nord-américain, il y a plein de trucs dispo. Ouais. Du coup, on pourra peut-être vous proposer ça aussi bientôt. Voilà, moi j'allais conclure, mais... Vas-y. Attends, en plus... Oui. Juste, merci d'être venu. C'est déjà hyper cool et encourageant, même pour nous, en organisant cette table ronde. On savait pas trop à quoi s'attendre, donc merci d'être là et pour vos questions qui étaient super intéressantes. Et ensemble, on est plus fort. Ouais, vraiment, pour moi, chaque fois qu'on a une réunion sur ce genre de sujet, c'est souvent très cathartique. Et comme on l'a dit, si c'est soit dans l'éducation ou l'industrie, c'est facile de sentir très seul. Et visiblement, c'est pas le cas. Et on ne peut pas toujours changer les choses. On n'a pas toujours l'énergie de soit changer les choses, ou subir juste la merde. Mais quand même, on n'est pas seul ici. Et minimum entre nous, on peut juste garder un peu de soutien. Et je pense que ça, c'est déjà très important. Du coup, si vous parlez après aux autres de la table ronde, elle sera dispo en ligne sur le site de 3DVF pour les gens qui n'ont pas pu la regarder entièrement dans son intégralité, avec les ressources dont on a parlé là pendant la rencontre. Donc vous pourrez la passer à tous vos potes qui n'ont pas pu venir. Sur ce, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus. Et puis on espère à une prochaine fois, que ce soit avec des colonisons, ou avec les intervalles, ou ensemble.